Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition de Sénat 360. Voici les titres. La Turquie frappée par un attentat terroriste. L'aéroport Atatürk d'Istanbul a été la cible hier soir d'une attaque menée par 3 assaillants. Le dernier bilan fait état de 41 morts et plus de 200 blessés. Est-ce la fin du conflit sur la loi travail? Le gouvernement avance ses propositions pour redonner du poids aux branches professionnelles face aux accords d'entreprise. On attend maintenant la réponse des syndicats reçus en ce moment même à Matignon. La Cour des comptes doute des prévisions de réduction du déficit public du gouvernement. Son premier président, Didier Migaud, vient d'être auditionné au Sénat. Il sera notre invité dans quelques minutes. Et vous pouvez réagir à nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Et tout au long de cette édition, nous retrouverons Tam Tranui dans l'hémicycle et Saveria Rojek en salle des conférences. Nora Hamadi sera avec nous depuis Bruxelles où se tient le sommet des chefs d'État européens. Et enfin, Oriane Mancini est à Matignon où Manuel Valls et Myriam El Khomri reçoivent les syndicats. C'est le multiplex de Sénat 360. Je vous le disais en titre, la Turquie frappée hier soir par un attentat terroriste à l'aéroport international d'Istanbul. L'attaque a fait, selon le dernier bilan, 41 morts et 239 blessés. Le résumé des faits est signé Julie Hulin. Le bilan n'a cessé de s'alourdir ces dernières heures. Istanbul, touché par l'attentat le plus meurtrier de son histoire. 21h hier soir, 3 kamikazes ouvrent le feu à l'entrée du terminal international, mitraillant des passagers et des policiers en faction avant de se faire exploser. Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a rapidement exhorté la communauté internationale à une lutte commune contre le terrorisme. Dès hier soir, François Hollande a exprimé sa solidarité. Je veux condamner fermement cette attaque et faire en sorte que nous puissions connaître exactement les auteurs pour que, ensemble, nous puissions faire tout ce qu'il est possible d'engager contre le terrorisme. Ce matin, Manuel Valls a également condamné ces attaques, déclarant que la lutte contre le terrorisme devait être la priorité de la refondation de l'Europe. Si aucune revendication n'a été reçue pour l'heure, les autorités turques penchent déjà vers l'hypothèse d'un attentat perpétré par l'organisation État islamique. Depuis près d'un an, le pays est plongé dans un climat de violence. Les attentats se sont multipliés à Istanbul et Ankara, faisant plus de 200 morts et des centaines de blessés. Des attaques parfois attribuées à l'État islamique, alors que la Turquie participe à la coalition contre les djihadistes en Irak et en Syrie, et parfois revendiquées par les groupes radicaux kurdes, dans un contexte de reprise du conflit avec le régime. Suite aujourd'hui du Conseil européen à Bruxelles, les chefs d'État des 27 pays continuent sans le Royaume-Uni à discuter des conséquences du Brexit. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a lui reçu la première ministre écossaise pro-européenne Nicola Sturgeon. Les détails de cette journée avec Mounir Soussi. Il manquait une voiture dans le ballet des Berlines aujourd'hui à l'arrivée du sommet européen. David Cameron est reparti pour Londres hier, laissant l'Europe à 27. Mais même absent, la pression se fait de plus en plus forte sur le Premier ministre britannique démissionnaire. Les dirigeants européens l'invitent à lancer rapidement la procédure de départ de l'Union. Les institutions européennes souhaitent tourner la page au plus vite pour éviter l'enlisement et envoyer un signal de fermeté à tous les États membres tentés par une prise de distance. Le Royaume-Uni restera un partenaire privilégié, mais devra assumer les conséquences de son choix. Les discussions ont permis d'établir que l'accès au marché unique passera par l'acceptation des 4 libertés fondamentales, y compris la liberté de mouvement. Le marché unique ne se décline pas à la carte. Dans ce climat, l'Écosse, elle, compte bien jouer sa propre carte. Hier, Donald Tusk, le président du Conseil européen, avait refusé de rencontrer Nicola Sturgeon. Aujourd'hui, la première ministre écossaise est reçue par Martin Schulz, le président du Parlement, et Jean-Claude Juncker à la tête de la Commission, pour leur témoigner la détermination de sa nation à rester au sein de l'UE. Et nous rejoignons maintenant Nora Hamadi en direct de Bruxelles. Alors Nora, c'est donc sans David Cameron que ce sommet européen se poursuit pour régler les conditions de ce divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Et la France, par la voix de François Hollande, souhaite un accord juste pour les deux parties. Alors quel premier bilan peut-on tirer de ce sommet ?
Eh bien, écoutez, un sommet qui s'est prolongé jusqu'à il y a quelques minutes. Nous avons eu donc la conférence de presse de François Hollande qui s'est terminée il y a environ 1 heure. Ça a été très bien explicité dans le sujet qu'a fait Mounir Soussi. Il a été clair que la Grande-Bretagne ne pourrait pas en fait obtenir une Europe à la carte et qu'il fallait, s'il voulait accéder en fait au marché intérieur européen, eh bien accepter les règles du jeu, c'est-à-dire les 4 libertés fondamentales, liberté de services, de biens, de circulation des biens, des services, des capitaux et bien entendu des personnes. Une manière de renvoyer aussi Boris Johnson, le leader du camp du Brexit conservateur, un petit peu dans ses cordes, parce que c'est ce qu'il avait un petit peu dit en fin de semaine dernière. Enfin, bien entendu, si la Grande-Bretagne souhaite participer au marché intérieur, il faut aussi qu'elle participe à son budget. Enfin, François Hollande a tenu à rappeler qu'il y aurait aussi des bouleversements côté places financières, notamment à la City. La City, comme vous le savez, est une des places financières les plus importantes de l'Union européenne, voire la plus importante. Impensable à l'avenir si le Royaume-Uni sort effectivement de l'Union européenne. Dès lors que le Royaume-Uni n'est plus dans le marché unique, a-t-il déclaré le président de la République. Aucune raison pour l'Union européenne et la zone euro de permettre à un pays qui n'est pas dans l'Union de faire des opérations en euros. Une manière également de faire un appel du pied aux établissements financiers qui vont chercher refuge bientôt sur le continent. L'ennemi pour François Hollande, ça n'est plus vraiment la finance quand il s'agit de la course aux retombées économiques du Brexit. Alors cet accord, Nora, il risque de prendre du temps à être mis en place. Oui, effectivement, il faut s'attendre en fait à plusieurs mois d'atermoiement, clairement. Les 27 ont annoncé aujourd'hui qu'il se tiendrait un mini-sommet, une réunion informelle en septembre prochain, le 15 septembre à Bratislava, afin de travailler ensemble en fait collectivement à l'avenir de l'Union européenne, un avenir qui va être un petit peu difficile à dessiner, vu les dissensions qui règnent au sein des 27, pour être clair. Ils ont toutefois signifié aujourd'hui quelques priorités, la sécurité et la défense, l'investissement, la lutte contre le chômage et la jeunesse. Priorité enfin pour une politique d'investissement plus large, y compris sur l'Afrique. Mais c'est une déclaration de principe et d'unité qui n'a pas fait taire les dissensions au sein des 27, notamment sur la question d'approfondissement des convergences en Europe. De l'aveu même de François Hollande, il sera difficile d'harmoniser les politiques fiscales, les politiques sociales, tant les différences entre les pays et les cultures sont différentes, tant on peut éventuellement imaginer une harmonisation de la lutte contre l'évasion fiscale. Ce sera donc bien peu. Autant dire que ici, c'est donc une unité de façade au sortir de ce sommet à 27, comme souvent au sommet européen. Merci Nora. Le président du groupe Les Républicains au Sénat, Bruno Retailleau, tenait justement ce midi une conférence de presse sur les suites du Brexit. On l'écoute au micro de Mounir Soussi. On a essayé de faire l'Europe à partir du marché, à partir du commerce, à partir de droit avec une constitution. Ça n'a pas marché. Il faut que les Européens se sentent en lien les uns avec les autres à travers une civilisation. C'est absolument fondamental. Se réapproprier notre histoire, se réapproprier notre géographie. Longtemps, on est parti dans un élargissement sans fin, sans limite. Il n'y a pas de communauté politique sans frontières, sans territoire. Et je pense que là encore, il faut stopper l'élargissement. Il faut dire à nos amis turcs qu'ils n'ont pas vocation à être européens. Donc une Europe qui se réapproprie son histoire et sa géographie. Et nous partons à Matignon rejoindre notre journaliste Oriane Mancini, puisque Manuel Valls et Myriam El Khomri reçoivent en ce moment même les syndicats, des consultations qui vont durer jusqu'à demain, Oriane. Oui, Jérôme, des consultations en 2 temps. Cet après-midi, les syndicats, demain, le patronat. Et 4 rendez-vous sont prévus cet après-midi. Ce sont d'abord les syndicats soutenant la réforme qui sont reçus ici à Matignon. Philippe Louis, le président de la CFTC, est arrivé il y a une trentaine de minutes, avant même Manuel Valls et Myriam El Khomri. Et il sera suivi à 17h du secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger. Ce sera ensuite au tour des syndicats s'opposant à cette réforme d'être reçus. Philippe Martinez, le leader de la CGT, sera reçu à 17h45, suivi à 18h30 de Jean-Claude Mailly pour Force ouvrière. Alors l'objectif officiel de ces rencontres, c'est de faire un point sur cette loi travail, des rencontres, les premières depuis le mois de mars, unanimement saluées par les syndicats et le patronat. Et c'est bien le seul point sur lequel tout le monde est d'accord, car vous l'aurez compris, il y aura 2 tonalités ici cet après-midi. D'abord, les syndicats réformistes qui mettent en garde le gouvernement contre toute tentation de recul sur
sur ce texte. Et puis de l'autre côté, les opposants, CGT, FO, qui eux demandent toujours un retrait du texte et à minima du fameux article 2 qui accorde la primauté de l'accord d'entreprise sur l'accord de branche. C'est justement l'accord de branche qui va être au cœur des discussions de cet après-midi. Et oui, le rôle de la branche, c'est sur ce thème que vont se concentrer les discussions. C'est sur ce thème qu'on attend des réponses des syndicats. Et c'est peut-être de là que va venir le compromis sur cette loi travail, car le gouvernement est prêt à lâcher du lest sur cette question. Dans une interview au journal Le Monde cet après-midi, la ministre du Travail, Myriam El Khomri, annonce qu'elle déposera de nouveaux amendements pour réaffirmer le rôle de la branche. Nous souhaitons qu'au sein de chaque branche, employeurs et syndicats négocient pour définir les thèmes sur lesquels un accord d'entreprise ne pourra pas déroger à l'accord de branche, dit-elle. En opérant cette clarification, le gouvernement espère répondre aux attentes des syndicats et de l'aile gauche de sa majorité. L'objectif, éviter d'avoir recours au 49.3 lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale le 5 juillet, même si Myriam El Khomri l'a redit cet après-midi, le 49.3 n'est pas un passage en force. Le gouvernement qui est donc prêt à lâcher un peu de lest sur ce sujet, mais guère plus. Manuel Valls a prévenu, ces rencontres ne doivent pas être considérées comme la réouverture d'un nouveau cycle de négociations. Même tonalité chez François Hollande qui a redit qu'il irait jusqu'au bout de cette réforme, la dernière grande réforme de son quinquennat. Merci beaucoup Oriane. Nous rejoignons maintenant Saveria Rojek en direct de la salle des conférences du Sénat. Saveria, vous êtes avec le sénateur Les Républicains de la Haute-Marne, Charles Guenet, pour connaître les propositions de réforme de la dotation globale de fonctionnement allouée aux collectivités. Absolument, Jérôme. Charles Guenet, bonjour. Vous êtes donc vice-président de la Commission des finances du Sénat et vous présentez ce rapport sur la réforme de la DGF, la dotation globale de fonctionnement. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer pourquoi, qu'est-ce qui ne va pas dans la répartition actuelle ? Écoutez, c'est un système qui a quand même un demi-siècle. Alors jusqu'à présent, il évoluait et on a pu le réformer au fil du temps parce que l'enveloppe augmentait. Puis elle a été gelée. Et maintenant, sur une enveloppe de 35 milliards, on est en train d'en retirer une douzaine. Alors vous comprenez que ce n'est pas sans poser des problèmes et il faut nécessairement la réformer. Ça pète, si j'ose dire, de tous les endroits. Du coup, les résultats, les communes sont asphyxiées, elles ont du mal à boucler leur budget cette année, c'est ça ? C'est-à-dire qu'effectivement, toutes les communes ont des difficultés. Globalement, l'État voudrait que l'ensemble de la réforme passe et que les prélèvements passent sans difficulté, mais en réalité, la France n'est pas uniforme et il y a des endroits où ça craque beaucoup plus que dans d'autres. Alors justement, quelles sont les préconisations de votre rapport ? Parce qu'on sait, on l'a vu, François Hollande, le chef de l'État, a annoncé lors du Congrès des maires le report de la diminution de cette dotation globale de fonctionnement. Alors, qu'est-ce que vous demandez de plus ? Disons que le sujet, ça a été qu'il y a une réforme qui a été proposée par le gouvernement l'année dernière. Or, on s'est aperçu qu'elle ne fonctionnait pas tout à fait et qu'en plus, il fallait qu'elle s'applique sur le nouveau périmètre des intercommunalités. Donc, elle a été reportée. Et cette réforme devait être reportée au 1er janvier de 2017. Donc, on devait la discuter à la loi de finances cette année. Et là, notre rapport a consisté à vérifier les mécanismes, à pouvoir apporter une critique et voir si elle était applicable. Et c'est de cela qu'il est question. Et au milieu de ce gué, si j'ose dire, le président de la République a dit c'est reporté d'un an. Voilà. Donc du résultat, votre rapport est devenu un rapport d'étape. Voilà, c'est pour ça que nous avons dit, on ne va pas être plus royaliste que le roi, si j'ose dire, donc ça sera un rapport d'étape, mais ça nous permet quand même à la fois de dire que le système qui a été proposé ne tourne pas parfaitement et qu'il faut le revoir, et justement on en a tiré une série de conclusions, mais aussi que dès maintenant, dès le 1er janvier de l'année qui vient, pour l'année qui suit, donc on a mis à jour 4 points qu'il faut immédiatement examiner quand même, parce qu'il y a des injustices flagrantes dans ce système et des dysfonctionnements. Très bien. Merci beaucoup, Charles Guenet, d'avoir répondu en direct à nos questions. Merci. Merci, Saveria. Et nous rejoignons maintenant Tam Tranui dans l'hémicycle du Sénat. Tam, la nuit dernière, les sénateurs ont adopté de nouvelles règles d'inscription sur les listes électorales et les maires vont désormais avoir plus de responsabilités
Dites-nous en plus, Tam. Eh bien écoutez, Jérôme, le problème c'est qu'aujourd'hui, les listes électorales, elles ne sont pas à jour. Il y a déjà les électeurs qui ne sont pas inscrits, notamment par oubli. Ça concerne tout de même 3 millions de personnes. Et puis, il y a 6 millions de personnes qui, elles, sont mal inscrites, c'est-à-dire dans des villes où elles n'habitent pas, où elles n'habitent plus. Pour pallier ce problème, les textes adoptés hier prévoient que les maires seront tenus tout au long de l'année de réviser les listes électorales et ils seront sanctionnés s'ils ne le font pas de façon intentionnelle. Et cela a suscité hier la colère de certains parlementaires, notamment le sénateur Les Républicains de l'Hérault, Jean-Pierre Grand. Écoutez-le. Parce que j'appelle votre attention sur cet article, c'est le peloton d'exécution pour les maires. Nous venons de voter, et nous allons voter 15 000 € d'amende, 1 an d'emprisonnement pour des maires qui, sans le savoir, auraient sur leur liste électorale des citoyens qui n'y habiteraient plus. Vous venez donc d'entendre le cri d'alarme de ce parlementaire qui craint qu'on en demande trop aux maires. Notez cependant qu'hier, le Sénat en séance publique a encadré les sanctions encourues par les maires. L'idée, c'est bien qu'il n'y ait sanction que s'il y a fraude avérée. Écoutez l'argumentation du sénateur Philippe Bas, président Les Républicains de la Commission des lois. Il n'est pas question de permettre, de prévoir des sanctions pénales pour une erreur d'inscription sur une liste électorale. Il s'agit seulement, et c'est un amendement présenté par notre collègue Reichardt, je crois d'ailleurs en lien avec l'Association des maires de France, de dire que quand il y a fraude sur des inscriptions ou des radiations répétées, c'est-à-dire une intention frauduleuse, à ce moment-là, effectivement, la personne s'expose à des sanctions pénales. Bref, les simples négligences isolées ne seront pas prises en compte et les maires, pour vérifier leurs listes électorales, disposeront d'un répertoire tenu par l'INSEE. Ils seront informés de toutes les modifications apportées à ces listings. Et pour que tout le monde soit bien préparé à cette réforme, un délai supplémentaire a été apporté. Les mesures n'entreront en vigueur que le 31 décembre 2019. Merci Tam. La Cour des comptes tire la sonnette d'alarme sur la trajectoire de réduction du déficit public, la faute aux annonces récentes du gouvernement. Alors que Didier Migaud, le premier président de la Cour des comptes, est actuellement auditionné au Sénat, Jordan Klein nous présente les conclusions du rapport de l'institution. Douche froide pour les finances publiques. 2,7% du PIB en 2017, c'est l'objectif de déficit fixé par la France, mais inatteignable selon le dernier rapport de la Cour des comptes. Les sages du Palais Cambon s'inquiètent des risques de dérapage des dépenses de l'État, compris entre 3,2 et 6,4 milliards d'euros. Ils pointent du doigt des finances publiques affectées de fragilité majeure. En cause, les aides aux agriculteurs, la hausse de la rémunération des fonctionnaires, l'augmentation programmée des dépenses militaires ou l'atténuation des efforts demandés aux communes. Les risques qui pèsent sur la réalisation, dès 2017, de la trajectoire de dépenses et de solde du programme de stabilité sont donc très importants. Après avoir ramené le déficit à 3,5% en 2015, le gouvernement table sur 3,3% à la fin de l'année, objectif atteignable et modeste selon la Cour des comptes. Mais c'est en 2017 que les sages prévoient un dépassement de 0,3 points de PIB par rapport à l'objectif de 2,7%. Et pourtant la France est attendue au tournant par l'Union européenne. Si elle ne descend pas en dessous de la barre symbolique des 3% de déficit, objectif reporté à 2 reprises depuis 2012, Bruxelles pourrait sanctionner Paris. Une table ronde était ce matin organisée au Sénat pour tirer les leçons des récentes inondations. La Commission du développement durable a débattu des mesures à mettre en place pour mieux anticiper ces phénomènes et limiter les dégâts. Je vous propose de regarder les meilleurs moments de cette table ronde sélectionnée pour vous par Jason Vils. Nous voici à nouveau réunis pour évoquer la prévention des risques naturels en France et notamment sur les inondations. Le sujet est on ne peut plus d'actualité avec la crue de la Seine il y a quelques semaines. Nous avions fait le point en novembre dernier à la suite des inondations qui avaient touché le sud-est du pays. La conclusion principale de nos travaux à l'époque était la très grande insuffisance accordée dans notre pays, dans les faits comme dans les discours, à la prévention.
L'objectif de cette table ronde est donc, d'une part, d'identifier la chaîne des acteurs et leurs rôles respectifs dans le déclenchement des alertes et la gestion des risques sur le terrain, et d'autre part, d'aborder un sujet encore trop peu traité en France, la culture du risque. Nous partageons le constat que cette culture n'est pas assez développée en France. Alors, il existe un certain nombre de documents qui devraient être faits, ils ne le sont pas toujours, notamment le document départemental sur les risques majeurs, le DDRM ou les DICRIM, document d'information communale sur les risques, mais on voit bien qu'il faut aller au-delà des documents que les gens ne consultent pas forcément. Et nous avons mis en place, parce que nous avions beaucoup d'applications Internet pour chaque type de risque, un portail un peu global Géorisque, qui n'est peut-être pas assez connu. Il y a aussi des actions qui sont quand même très concrètes, qui consistent en poser des repères de crues pour garder la mémoire. Et garder la mémoire, c'est vrai que si on voit dans différents lieux un rappel en disant en telle année, la rivière est montée jusqu'à tel niveau, il y a une vertu pédagogique. Mais Madame Royal a souhaité, à l'issue de l'épisode dramatique du début du mois d'octobre, que l'on aille plus loin. Donc nous avons engagé 3 actions. Une première, c'est au niveau des collèges, avec l'IFORM, donc faire dans l'arc méditerranéen, engager des actions de sensibilisation, donc qui sont prévues dans 700 collèges. On estime que 400 000 collégiens devraient être touchés par ces actions. Une deuxième action consiste, alors dans le cadre de la directive inondation, donc 122 territoires à risque important inondation ont été désignés. Et la ministre souhaite beaucoup aussi laisser l'initiative au territoire, donc faire un peu une sorte d'appel à projet, de proposer aux territoires intéressés une enveloppe de 20 000 € s'ils engagent des actions de sensibilisation de la population dont ils définissent les contours, parce que c'est vrai qu'on n'est pas forcément toujours... c'est important aussi de laisser l'initiative au terrain. Et enfin, nous travaillons avec le ministère de l'Intérieur pour faire une campagne, alors qu'on appelle Sevenol, mais le terme, ça serait plus sur les pluies intenses dans l'arc méditerranéen, notamment pour rappeler un certain nombre de bons comportements. 8 ont été identifiés sur la base d'un travail qu'avait fait notamment la préfecture du Gard. Donc il est prévu du matériel comme une affiche, mais également des spots radio, des éléments sur Internet, sachant qu'il ne s'agit pas ici d'un dispositif d'alerte, c'est bien diffuser ces messages pendant la période où ces événements peuvent se produire, c'est-à-dire en gros de début septembre jusqu'à mi-décembre. Alors ça ne veut pas dire qu'il peut y en avoir en dehors, mais c'est quand même surtout dans cette période-là que ces événements se produisent, pour voilà, faire connaître aux gens les principaux comportements à connaître. Nous avons un système de code couleur avec vert, jaune, orange, rouge. Donc vert, c'est que tout va bien. Jaune, ce sont des débordements localisés, mais sans grandes conséquences. Il faut tout de même être vigilant, notamment sur certains campings. Orange, il commence à y avoir des dégâts. Et rouge, c'est vraiment la crue exceptionnelle. Donc pour l'épisode de crue que nous avons connu, le Loing, qui a connu une crue exceptionnelle, était en rouge. Sinon, les autres cours d'eau qui ont connu des débordements significatifs étaient en orange, donc avec des dégâts, mais qui n'étaient pas une crue exceptionnelle. Quand on passe en phase rouge, là, le préfet prend un certain nombre de décisions. On n'est plus dans la vigilance, enfin on est dans le mécanisme de vigilance, mais c'est-à-dire que le préfet peut décider par exemple de prépositionner des moyens de secours ou ce genre de choses en fonction de la nature de l'événement. Donc là, il y a un basculement. C'est pour ça que le rouge est quelque chose de très important. On peut décider d'évacuer des populations, etc. Le rouge, on sait avec certitude qu'il va y avoir des effets sur les personnes et les biens extrêmement importants et que des mesures de prévention, avant même l'intervention de l'événement, sont nécessaires. C'est ça la phase rouge, c'est pas autre chose. Mais elle est essentielle. Et c'est pour ça qu'on ne va pas passer en rouge systématiquement des territoires où il y a un risque, mais dont on ne sait pas la façon dont il va s'incarner sur le territoire. Parce que sinon, ça veut dire qu'on mobiliserait des moyens pour un risque qui pourrait ne pas s'avérer sur le territoire. Il faut quand même le rappeler, la prévision, le niveau de prévision qui procède d'un travail scientifique sur le carré de territoire de 2 km sur 2 km, en termes d'énergie du système, elle était bonne, y compris au regard de ce qui est réellement tombé. Par contre, ce qui ne sera jamais possible, je dis bien jamais, c'est que
l'intensité d'un événement au sein de ce carré a fait que ça s'est concentré à un endroit avec tous les effets qu'on a vus. Il ne faut pas se baisser. Et nous interrompons cette table ronde puisque, je vous le disais il y a quelques instants, Didier Migaud était auditionné au Sénat. Il nous a rejoints sur le plateau. Il va répondre aux questions de notre journaliste Mickaël Zamès. C'est le face-à-face du jour. Bonjour Didier Migaud. Bonjour. Alors si on en croit les chiffres, le gouvernement a promis 50 milliards d'économies pour 2017-2016, 18 milliards d'euros et notamment celle aussi pour 2015. Et vous dites, il n'y a pas les chiffres, il n'y a pas le résultat, on ne serait qu'à 12 milliards. Qui dit la vérité sur les chiffres? Vous avez une drôle de façon de poser la question. Ce que nous disons d'abord, c'est que le déficit se réduit. Et c'est plutôt déjà une bonne nouvelle. Positif. C'est plutôt une bonne nouvelle. Alors cela dit, ce que nous constatons également, c'est que le déficit reste élevé en valeur absolue, également si on le compare avec les pays de l'Union européenne ou bien de la zone euro. Seuls 4 pays ont un déficit effectif plus important que le nôtre, hein, l'Espagne, le Portugal, la Grèce et le Royaume-Uni. Donc voilà, et puis nous avons un déficit qui ne nous permet pas de stabiliser notre endettement et la dette. La dette continue d'augmenter. Et en ce qui concerne les objectifs de dépenses, ce que nous constatons, c'est qu'il y a un effort plus important qu'hier de maîtrise de la dépense. Donc ça, c'est plutôt positif. Et ça, c'est plutôt positif. Mais que les objectifs avancés par le gouvernement ne sont pas totalement respectés au regard des économies sur lesquelles il s'était engagé. Et effectivement, nous avons une divergence d'appréciation. Pour nous, c'est plutôt 12 milliards d'économies plutôt que 18, mais c'est déjà 12 milliards. Oui, bien sûr. Mais reste qu'il en manque 6 quand même. Il en manque 6 par rapport aux engagements. Alors si l'objectif de 3,3 a quand même été atteint, 3,6 là, 3,6 pour 2015, c'est un certain nombre d'autres explications que les économies réalisées par l'État. Alors quelque part, François Hollande il vous a répondu depuis Bruxelles parce qu'il dit « nous, on tiendra les 2,7% de déficit ». C'est une réponse à vos travaux aujourd'hui ? Je n'en sais rien et c'est le président de la République qui prend les engagements. Ce que nous avons constaté, c'est que l'objectif de 3,3% de déficit de l'ensemble des administrations publiques en 2016 est atteignable. Avec des risques que nous avons identifiés, non pas au niveau des prélèvements obligatoires ou des recettes, mais au niveau de la dépense. Nous estimons que les risques de dépassement sont plus importants en 2016 qu'ils ne pouvaient l'être en 2015. Et qu'en 2015, on est parvenu à un résultat avec un certain nombre de contournements des règles. Est-ce qu'il était raisonnable de la part du gouvernement de dire on va faire 50 milliards d'économies ? Il est raisonnable dans notre pays d'avoir une interrogation sur la dépense. Nous avons un niveau de dépense élevé, si on le compare par rapport à d'autres pays qui nous sont comparables, et on a des résultats qui ne correspondent pas à ces niveaux de dépenses publiques. Nous avons un décalage très fort entre le niveau de dépenses publiques et les résultats de l'action publique quand on la mesure, quand on l'évalue. C'est pour ça que nous disons à une certaine indifférence. De la part de qui de la part de tout le monde, par rapport justement à l'absence de résultats de ces politiques publiques. Donc tout le monde doit prendre sa part, bien sûr, de responsabilité au niveau des décideurs comme du citoyen. Bon, mais la réponse à des besoins collectifs... La faute donc du politique, mais aussi du citoyen. La réponse oui, parce que la réponse le citoyen aussi, il demande toujours un certain nombre de choses, il peut avoir des besoins. Augmenter les crédits, augmenter la dépense n'est pas toujours le seul moyen pour répondre à la satisfaction d'un besoin. Et il y a ce décalage qui existe. Alors, sur les 2,7% sur lesquels
la France, effectivement, est engagée. Ça nécessite un effort supplémentaire par rapport à celui qui est fait aujourd'hui en matière de maîtrise de la dépense. Aujourd'hui, la dépense continue d'augmenter, elle ne se réduit pas, elle augmente de 1% en volume. Encore un effort. Il faudrait, mais ce n'est pas nous qui le demandons, c'est la traduction de l'engagement pris. Donc, il faudrait, pour respecter le 2,7, faire un effort supplémentaire. Ça passe par quoi, selon vous, cet Et effort entre-temps, mais après, c'est au gouvernement et au Parlement de faire des choix. Bon, il n'appartient pas à la Cour des comptes de faire ses choix. Nous raisonnons par rapport aux engagements qui sont pris. Donc nous disons, ces 2,7 sont réalisables s'il y a un effort supplémentaire par rapport à celui réalisé aujourd'hui pour obtenir ce résultat. Et parallèlement, non seulement le gouvernement ne donne pas pour le moment un certain nombre de réponses pour atteindre ces 2,7, mais en plus, il y a des dépenses supplémentaires qui ont été décidées. Donc, on en a un petit peu rajouté sur la difficulté. D'où nos interrogations, d'où notre scepticisme. En l'état de nos informations, nous disons effectivement que le 2,7 est difficilement atteignable. Est-ce que vous imaginez que tout a été mis un petit peu sous le tapis pour plus tard, pour l'après 2017 ? Nous ne suspectons personne. Ce que nous disons, c'est qu'il y a eu un décalage. Des cadeaux qui ont été faits, M. Migaud. Il y a eu un décalage au niveau du programme d'économie. Au départ, ce programme devait porter davantage sur les années 2015-2016. Il a été décalé sur l'année 2017 et qu'on a ajouté un certain nombre de dépenses supplémentaires par rapport à celles déjà programmées. Il y a aussi des dépenses sur les collectivités locales. Ça nous intéresse évidemment aussi à Public Sénat. Elles ont dû faire de nombreux efforts depuis 2 ans. Est-ce que vous estimez que François Hollande, quand il a réduit de moitié la baisse des dotations aux collectivités locales, est-ce que c'était une erreur selon vous ? Mais là, c'est pas le sujet. C'est pas de savoir si c'est une erreur ou pas. C'est que ça complique le respect de l'objectif de maîtrise de la dépense. Donc il faut trouver... Non, si on trouve 1 milliard ailleurs, faut compenser. Il faut bien évidemment compenser pour respecter un objectif non pas défini par la Cour des comptes, mais défini par les pouvoirs publics eux-mêmes. Alors sur les collectivités territoriales, on le sent, on aura l'occasion d'y revenir à l'occasion de la présentation de notre rapport sur les finances locales. Il y a un effort réel qui est fait en moyenne, globalement par les collectivités territoriales qui ont réduit l'évolution de leurs dépenses de fonctionnement. Elles continuent d'augmenter, mais à un rythme moins important. Et puis, il faut le constater, il y a une chute de l'investissement. Vous leur demandez maintenant 2015 et 2016. Les finances, maintenant qu'elles sont un petit peu plus saines, est-ce que ça serait bien qu'elles investissent ? Je sais que vous ne pouvez pas demander, mais est-ce que ça serait bien ? Les dépenses d'investissement peuvent être des dépenses plus propices pour préparer l'avenir que des dépenses de fonctionnement qui sont des dépenses récurrentes. Mais encore faut-il, je dirais, les dépenses d'investissement ne sont pas vertueuses par nature. La Cour des comptes, les rapports de la Cour des comptes montrent que quand vous faites 2 stations d'épuration distantes de quelques petits kilomètres, quelques centaines de mètres, même quelques dizaines de mètres, c'est peut-être pas obligatoirement des investissements pertinents. Bon, même chose pour des gares TGV. On verra ça dans le rapport. Donc on aura l'occasion, bien évidemment, d'y revenir. Et vous reviendrez évidemment à cette occasion. Merci beaucoup Didier Migaud d'avoir été l'invité de Public Sénat. Merci Mickaël. Et pour prolonger cette audition, nous retrouvons Saveria Rojek en salle des conférences, puisque Saveria, vous vous trouvez aux côtés de Jean-Marie Van Leeuwenberg, rapporteur général de la Commission des Affaires sociales, qui était présent à cette audition. Absolument, Jérôme. Vous venez donc d'assister à cette audition de Didier Migaud, premier président de la Cour des comptes. La Cour des comptes qui craint un dérapage du déficit en 2017. Est-ce que vous partagez cette inquiétude ? Oui, je pense que de toute façon, il est difficile de contester l'analyse de la Cour des comptes, qui est en général effectivement suivie, notamment par la Commission des Affaires sociales, dont je suis le rapporteur. La Cour des comptes remarque à juste titre, après avoir souligné qu'il y a une reprise quand même de la marche vers la réduction du déficit, que malheureusement, ça ne suit pas en dépenses. Et que les 50 milliards, on voit qu'il y a un déport progressif vers 2017, donc on laisse l'effort de réduction des dépenses aux gouvernements qui vont venir, alors qu'il fallait faire effectivement, par exemple, 18 milliards cette année, on n'en est qu'à 12, selon la Cour des comptes. Donc il manque 6 milliards en dépenses de réduction, donc d'économie,
Et je pense que on l'avait souligné, et on le souligne notamment au niveau social d'ailleurs aussi. Qui est responsable de cette situation? Est-ce que c'est le gouvernement précisément qui a été trop dépensier? Le gouvernement s'est appuyé sur la réduction du déficit des collectivités locales, c'est fait. Mais pour sa part, l'État n'a pas fait l'effort nécessaire. Il y a 5 milliards que souligne la Cour des comptes qui manquent. Donc, et il y a 1 milliard qui ne sont pas non plus au rendez-vous dans les finances sociales. Donc, 1 milliard d'économies, bien entendu. Donc, voilà, je crois qu'il faut que chacun prenne sa part. Il a été facile pour le gouvernement de dire faites un effort sur le plan social, faites un effort aux collectivités locales, et puis lui-même s'en extraire de cet effort. Alors on voit que la Cour des comptes aussi dans ce rapport s'agace aussi du manque de réformes d'ampleur. Est-ce que c'est vrai? Attendez, c'est pas qu'il n'y ait pas des réformes d'ampleur dont il faudrait simplement ne pas augmenter les dépenses. Or, vous avez une des augmentation... réformes d'ampleur, des réformes d'assainissement. Assainissement, bien sûr. La Cour des comptes, par exemple, a dit qu'il n'est pas normal qu'on continue à faire un déficit social. Les comptes devraient être équilibrés. Ils demandent qu'il y ait dans le domaine de la gouvernance une règle très précise sur les dépenses publiques et en particulier les dépenses sociales. J'étais en Allemagne il y a peu de temps. Là-bas, le déficit social est interdit. Donc les comptes sociaux, je rappelle qu'en France, les comptes sociaux sont plus importants en volume que les comptes de l'État. C'est 450 milliards. Eh bien, là-bas en Allemagne, c'est à peu près du même ordre. Mais le déficit est interdit. Et je crois qu'il faut effectivement que nous en venions à cette vertu qui est exemplaire, mais que nous devons suivre dans les années qui viennent. Très bien. Merci beaucoup d'avoir répondu en direct à nos questions. Merci Saveria. Et nous rejoignons maintenant Oriane Mancini à Matignon, où Manuel Valls et Myriam El Khomri poursuivent leur rencontre avec les syndicats. Où en est-on de ces consultations, Oriane ? Eh bien, Jérôme, Philippe Louis, le président de la CFTC, vient tout juste de sortir. Il était le premier à être reçu ici cet après-midi. Il est actuellement en train de s'exprimer dans la cour de Matignon. Il nous a dit quelques mots. Pour lui, on est dans la clarification. On réaffirme le rôle de la branche, mais la loi ne change pas, même si on va un petit peu plus loin que dans la version débattue au Parlement. Le prochain à être reçu par Manuel Valls et Myriam El Khomri, eh bien, c'est Laurent Berger. Laurent Berger qui est arrivé ici il y a une quinzaine de minutes, le secrétaire général de la CFDT. La CFDT, le principal soutien du gouvernement sur cette réforme El Khomri. Laurent Berger qui est d'ailleurs l'inspirateur de la proposition faite cet après-midi par Myriam El Khomri dans Le Monde. Myriam El Khomri qui annonce qu'elle va déposer des amendements pour réaffirmer le rôle de la branche. Elle dit qu'elle souhaite qu'au sein de chaque branche, il y ait des négociations pour définir les thèmes sur lesquels un accord d'entreprise ne pourra pas déroger à l'accord de branche. Et c'est effectivement Laurent Berger qui avait suggéré que soit renforcé le rôle de la branche mardi en modifiant l'article 13 dans des termes à peu près similaires à ceux évoqués cet après-midi par Myriam El Khomri. Laurent Berger qui est d'accord pour renforcer le rôle de la branche, mais pas au-delà. Le secrétaire général de la CFDT a prévenu, si on touche à l'article 2, il ne soutiendra pas le texte et si le gouvernement recule, eh bien la CFDT sera sur sa route. Merci beaucoup Oriane et on vous retrouve tout à l'heure pour les premières réactions. Le sommet des chefs d'État de l'UE hors Royaume-Uni se poursuit à Bruxelles et François Hollande affiche une position de fermeté et souhaite que l'Europe continue d'avancer. On l'écoute. Si le Royaume-Uni voulait, dans le cadre de cette négociation, et donc à son terme, accéder au marché intérieur, il faudrait que le Royaume-Uni en accepte toutes les règles, avec toutes les obligations. Et notamment une qui est de contribuer financièrement au fonctionnement de ce marché intérieur et à ses règles d'organisation. Il faut bien préparer le sommet de Bratislava parce que les prochaines semaines vont être décisives. L'Europe doit montrer sa solidité. Ça, c'est d'abord la première condition. Elle doit montrer sa solidarité, mais doit montrer également sa capacité à pouvoir proposer des initiatives pour les Européens et avec les Européens.
Comment fixer le juste prix pour les médicaments? Une question cruciale tant pour les patients que pour l'industrie pharmaceutique. Des associations dénoncent un système opaque. Avant d'en débattre avec nos invités, je vous propose de regarder ce sujet de Marie Brémaud. Une campagne choc de Médecins du Monde pour éveiller les consciences et dénoncer les prix des médicaments. Depuis quelques années, plusieurs associations ont décidé de peser sur les décisions et d'entrer dans le débat. La question du médicament, on aurait préféré ne jamais avoir à s'en occuper. Ces médicaments, ils sauvent des vies, ils sauvent nos vies. Et jusqu'à il y a très peu de temps, on se disait, on fait confiance à l'État pour négocier et à la sécurité sociale pour payer. Force est de constater que ce n'est plus le cas. Et donc depuis quelques années, mais depuis quelques années seulement, on rentre, je dirais, dans la bagarre, dans la guerre, dans ces rapports de force. Au centre de la contestation notamment le Solvadi, premier antiviral à action directe efficace contre l'hépatite C, délivré moyennant près de 41 000 €, alors que les associations estiment son coût de production autour d'une centaine d'euros. Au-delà des coûts, c'est l'opacité autour de la fixation du prix du médicament en France qui divise. C'est le CEPS, le Comité économique des produits de santé, qui négocie avec les laboratoires. Des négociations à huis clos au nom du secret des affaires et de la confidentialité des données et de la recherche. Dans un rapport, les sénateurs préconisent une mesure phare pour identifier le juste prix d'un médicament. C'est de toujours faire la balance entre ce qu'un nouveau produit apporte par rapport à ce qui existe sur le marché. Est-ce que c'est une amélioration moyenne, importante, ou pas d'amélioration? Et à partir de là, on peut discuter du prix. Une approche pragmatique dans la négociation. La ministre de la Santé, elle, espère toujours pouvoir convaincre les pays de l'Union européenne d'avoir enfin une position commune sur la question. Et pour parler de ce sujet, j'accueille sur le plateau mes invités. Yves Daudigny, vous êtes le vice-président socialiste de la Commission des affaires sociales du Sénat et auteur d'un rapport qui préconise des mesures pour améliorer cette question du juste prix des traitements. Pierre Medevielle, vous êtes sénateur UDI-UC de la Haute-Garonne et pharmacien. J'accueille également Olivier Maguet, membre du conseil d'administration de Médecins du Monde et responsable de cette campagne choc sur les prix des médicaments qu'on a pu apercevoir dans le sujet. Et enfin, Maurice-Pierre Planel, vous êtes le président du comité économique des produits de santé, le CEPS, qui est directement chargé de négocier avec les laboratoires pour fixer ce prix. Alors justement, Monsieur Planel, je vous pose cette première question. Est-ce que le système actuel, il est opaque, puisque c'est l'accusation qu'on entend actuellement ? Écoutez, c'est effectivement une accusation récurrente et qui figurait déjà par exemple dans le rapport sur le Mediator. Moi, je commence toujours par rappeler que les règles de fixation du prix des médicaments, elles sont fixées par la loi. Donc il y a un article du Code de la Sécurité sociale qui fixe les règles, ces règles et ces modalités. Et en fait, le Code, grosso modo, prévoit deux grands principes. Le premier, c'est que de manière générale, le prix est fixé par voie conventionnelle, donc par une négociation entre le CEPS, qui, je le rappelle, est le représentant de l'État dans cette négociation conventionnelle, et les laboratoires. Et il fixe en fait dans un deuxième temps une série de critères qui sont les critères que nous devons utiliser pour motiver ces décisions. Ces critères, ils sont normalement au nombre de 3, enfin dans le code ils sont au nombre de 3. L'amélioration du service médical rendu, c'est-à-dire en fait une évaluation du produit qui est rendue par une autorité scientifique collégiale et indépendante qui est la Haute Autorité de Santé. L'existence de médicaments, ce qu'on appelle les comparateurs, et la vie réelle, c'est-à-dire en fait d'abord quelle est la population à traiter. Et il y a un quatrième critère qui peut intervenir le cas échéant, c'est ainsi que le dit le Code, c'est ce qu'on appelle l'évaluation médico-économique, et ça s'adresse d'abord aux médicaments innovants. Voilà, donc la première réponse qu'on peut faire à cette critique d'opacité, c'est effectivement le fait que les critères sont fixés par la loi, enfin que nous sommes le représentant de l'État dans cette négociation conventionnelle, et que les critères sont fixés par la loi, et donc ils sont publics. Olivier Maguet, vous êtes membre de Médecins du Monde qui a fait cette campagne sur le prix des médicaments. Pour vous, c'est pas possible de voir des traitements à 40 000 € alors qu'ils coûtent une centaine d'euros seulement à produire. Oui, et ça n'est pas que la question du coût de production. En fait, ce qui nous intéresse dans cette histoire, c'est que ce fosbuvir, donc le nom de cette molécule, est
C'est un médicament d'un nouveau type, non pas tant par rapport à sa classe thérapeutique, mais un nouveau type dans ce qu'il signifie sur la logique sur laquelle il a été construit. Et c'est bien le débat qui anime d'ailleurs les parlementaires aujourd'hui, vos collègues de l'Assemblée nationale aussi. Comment rémunère-t-on l'innovation? C'est ça le débat. Et aujourd'hui, nous nous apercevons que la rémunération de l'innovation ne correspond plus uniquement à l'ensemble des coûts, y compris bien évidemment de recherche et développement, et les investissements de l'industriel du médicament doivent être pris en compte dans ce prix. Ça ne rémunère plus simplement cela, ça rémunère autre chose qui serait en quelque sorte la valeur financière d'une vie. Et il y a bien une rupture dans le modèle économique qu'ont révélé les médicaments innovants contre l'hépatite C et que révèlent les médicaments innovants contre le cancer. Et nous demandons donc un débat démocratique, un débat dans lequel il doit y avoir la représentation nationale, les agences de régulation de l'État, les représentants des professionnels de santé et des usagers, et bien évidemment les industriels de médicaments pour se mettre d'accord sur ces médicaments de demain qui, dans le système actuel, nous conduisent très clairement à une ruine. Yves Daudigny, justement, vous êtes auteur d'un rapport qui a été présenté ce matin. Qu'est-ce que vous préconisez pour finalement améliorer ces discussions entre les laboratoires, les instances qui sont chargées de négocier les prix et l'État finalement qui doit aussi prendre ses responsabilités? Alors peut-être indiquer le fil rouge de notre travail, que nous pouvons d'ailleurs, je pense, tout le monde partager, c'est payer au meilleur prix les médicaments les plus efficaces pour garantir à l'ensemble de la population l'accès aux meilleurs traitements. À partir de là, un constat, et c'est un constat heureux, c'est le retour de l'innovation. C'est-à-dire l'apparition sur le marché de nouveaux médicaments qui permettent de prolonger la vie et même qui permettent de guérir. Ces nouveaux médicaments, cette apparition à nouvelle de l'innovation a une conséquence, la nécessité certainement de revoir les critères d'évaluation du médicament avant que le CEPS ne soit en négociation avec les industriels. Nous pensons que le système qui existe aujourd'hui est certainement valable globalement, mais qu'il doit être corrigé, rectifié en fonction des nouvelles données. Pierre Medevielle, ce marché des médicaments, forcément, on peut dire forcément, il ne peut pas être un marché comme les autres? Vous avez parlé d'opacité, moi je préfère le terme de complexité, peut-être même d'extrême complexité. Mais c'est vrai que c'est un sujet délicat. Les pays industrialisés, par la participation au remboursement, donc participent à la recherche, à l'innovation thérapeutique. Et ça, je crois qu'il faut s'en réjouir et que d'autres pays puissent en profiter ensuite. Je comprends l'émotion qui a été suscitée par le rapport sur le coût des médicaments, mais nous sommes à une époque de grande innovation thérapeutique, notamment dans les domaines de la cancérologie, de la virologie, avec des molécules de plus en plus sophistiquées, qui font appel aux nanotechnologies, d'où ces coûts qui peuvent paraître effectivement exorbitants, puisqu'il y a l'amortissement qui est calculé pour les laboratoires. Mais je crois qu'on peut arriver à trouver une solution par la négociation, avec les laboratoires, donc qui sont quand même conscients du problème qui est posé. J'anime quelques tables rondes dans le cadre de l'OPEX à l'Assemblée nationale sur les innovations thérapeutiques et les progrès en physique dans le domaine de l'imagerie, des nanotechnologies. Je crois qu'aujourd'hui nous avons des choix clairs à faire. Il va falloir négocier puisque les chercheurs se plaignent du manque de moyens. Eux, de leur côté aussi, ils trouvent qu'ils n'en ont pas assez. Les laboratoires se plaignent aussi. Bon, c'est leur métier, vous me direz. Mais je pense qu'il faudra cibler beaucoup plus les interventions, cibler les remboursements par rapport aux bénéfices des médicaments, ce qui apparaît dans le rapport de M. Barbier et de M. Daudigny. Je crois que ça, c'est un bon point qu'il faut souligner. Et peut-être dégraisser aussi notre système. On parle d'opacité, j'ai parlé de complexité. Moi, je me pose une question en tant que praticien. J'ai fait de l'officine, j'ai fait de l'hospitalier. Pourquoi les laboratoires sont capables de vendre des produits dans les cliniques, dans les hôpitaux, aux centrales comme la CAP ou Clebache, à des coûts 5 fois moins élevés que dans les circuits officinaux? Je pense qu'ils sont capables de le faire à l'hôpital, ils sont capables de le faire dans les officines. Je crois que nous avons de gros progrès à faire. La complexité nous empêche d'avancer rapidement, mais mettons la copie sur la table et je crois que tout le monde y gagnera. Maurice Pierre Planel, les négociations avec l'industrie pharmaceutique, comment elles se passent? Parce qu'elles sont couvertes par le secret des affaires, donc finalement vous êtes les seuls à connaître le détail de ces négociations. D'abord, de la manière dont elles se passent très concrètement, c'est que nous travaillons sur la base de l'avis de la Commission de la transparence de la Haute Autorité de Santé. Donc en fait, nous avons une évaluation scientifique, car le CPS n'est pas un organisme d'expertise scientifique. C'est un organisme dont le seul métier est de fixer le prix et pas d'évaluer le produit. Donc l'évaluation du produit, elle arrive de la HAS.
Et la HAS a déjà pris la décision, enfin a déjà donné un avis pour que le produit soit remboursé. Parce qu'en fait, tout ça se passe au niveau de la Haute Autorité de Santé. Donc nous faisons une négociation à partir de ça. Donc, est-ce que le médicament est innovant ou non ? C'est reconnu par, voilà, quelle est la population traitée, quel est le prix des médicaments qui existent déjà. Et donc à partir d'un certain nombre de grilles, et notamment du niveau d'ASMR, on va fixer des grilles tarifaires qui vont permettre d'avancer dans la négociation. Mais quand on est dans une situation de monopole, on imagine que l'industrie pharmaceutique arrive en position de force et finalement peut fixer son prix, ou c'est une négociation tendue? En fait, il y a les négociations se tendent de toute façon, et dans tous les pays. Enfin voilà, la discussion devient de plus en plus compliquée dans tous les pays. J'étais au téléphone avant de venir ici avec mes collègues canadiens. Enfin, voilà, on constate que les discussions se tendent avec les laboratoires. On a rencontré nos collègues allemands il y a 15 jours. Les discussions partout, tous les pays sont sensibilisés à cette question. Je crois d'ailleurs que la question que pose Médecins du Monde, elle va au-delà de la question du prix. C'est la question de l'accès à l'innovation pour tout le monde. Et derrière, c'est un sujet que l'ancien rapporteur du PLFSS connaît bien, c'est la question de la pérennité et de la soutenabilité de notre système qui est posée derrière la question de la fixation des prix. C'est pas uniquement savoir combien coûte la boîte et savoir si 41 000 euros c'est trop cher. La vraie question, c'est est-ce qu'on va pouvoir continuer à accéder à tous les médicaments innovants comme c'est encore le cas aujourd'hui ? Est-ce qu'on a les moyens de se payer l'innovation, en fait, en clair. La question qu'on se pose, vous me démentirez si vous... Je pense que la question que vous posez au fond, elle va au-delà du seul prix de la boîte. Donc voilà. Logiciel. Ensuite, vous m'interrogez sur la question de l'opacité. Moi, voilà. Je suis soumis à un certain nombre de règles qui sont fixées par la loi et donc je les respecte. Et le secret industriel, ce qu'on appelle communément le secret industriel et commercial, il en fait partie. Mais je souligne quand même de manière très forte le fait que nous ne sommes pas le seul pays dans lequel ça se passe et que nous ne connaissons pas en fait les remises, parce qu'en fait le débat sur l'opacité à la fin c'est celui-là, c'est-à-dire quelle est la différence entre le prix public et le prix effectivement payé. Et en fait ça nous ne le connaissons pour aucun pays. Yves Daudigny, on l'entend, c'est la loi qui fixe les règles. Est-ce que c'est vraiment au cœur de la loi qu'il faut aller changer des choses pour avoir une transparence sur cette question des prix? La proposition que nous faisons, alors, je regrette, c'est un peu technique. Il existe aujourd'hui 2 critères d'évaluation. L'un qui permet de décider si le médicament va être remboursé ou non par la sécurité sociale et à quel taux. Et un deuxième critère qui est utilisé donc par le Comité économique des produits de santé pour fixer le prix. Nous proposons aujourd'hui de fusionner ces 2 critères en un seul qui pourrait s'appeler la valeur thérapeutique relative, qui mettrait donc en avant et la valeur du médicament et en même temps la comparaison avec les autres médicaments. C'est un des points forts des propositions que nous faisons. Alors, je voudrais dire qu'il y a aujourd'hui dans l'attitude des laboratoires 2 points qui ne sont pas acceptables. Ils ont été plus ou moins évoqués. Le premier, un laboratoire ne peut pas nous dire le prix du médicament correspond à l'économie que nous allons réaliser sur d'autres traitements du fait que ce médicament guérit telle maladie. Cet argument, évidemment, n'est pas acceptable. Il n'y a pas une enveloppe qui serait réservée au laboratoire. Donc il faut négocier, c'est ce que vous faites à chaque fois. Et le deuxième élément, c'est cette question du prix affiché et des remises. Les laboratoires négocient dans chaque pays un prix, on appelle facial, le prix affiché, qui est connu de tout le monde, qui sert de référence dans les 5 ou 7 pays d'Europe, et en même temps négocient en secret dans chaque pays des remises. Donc, par ce mécanisme, les laboratoires sont en situation de mettre les pays en concurrence les uns avec les autres. Ce n'est pas acceptable, mais la seule solution, c'est, et là la ministre Marisol Touraine a essayé, le président de la République a essayé aujourd'hui sans succès, la seule réponse possible, c'est que les pays européens s'entendent entre eux pour avoir une négociation commune avec les laboratoires. Olivier Maguet ? Oui, pour rebondir sur la loi, parce qu'en fait, moi j'aime bien les interventions de Maurice Pierre Planel quand il explique son travail, qu'il est questionné sur son travail. Je crois que c'est un fonctionnaire loyal qui fait son travail dans le cadre légal et réglementaire qui lui est imparti. Et ils s'en sortent même pas trop mal, puisque vous contribuez avec la renégociation à maîtriser les dépenses d'assurance maladie sur le volet médicaments. Donc la question, elle n'est pas là, elle est bien effectivement dans le dispositif législatif, ce que nous pouvons faire évoluer. Donc sur la question de l'opacité et de la transparence, peut-être revoir la composition du CEPS, et ça contribuera à peut-être plus de sérénité dans le débat public, mais ça vous appartient à vous, représentation nationale, de modifier les articles du Code de la sécurité sociale. Deuxièmement, pour rebondir sur ce que disait Monsieur Daubigny, on a vraiment changé de logiciel économique. Donc il y a un moment, dans le cadre actuel réglementaire et législatif auquel vous êtes tenu de vous soumettre, on ne pourra pas régler cette question politique de fond. Donc nous attendons de fait un signal politique fort qui mette quelque part un point d'arrêt
une pause, un stop qui permette à tout le monde de se réunir. Et très clairement sur cette question du Sovaldi et des médicaments antiviraux à action directe contre le virus de l'hépatite C, puisque nous sommes sur le volet loi, nous demandons parlementaires, et vous allez recevoir cet après-midi d'ailleurs, je vous en avais parlé la dernière fois qu'on s'était vu, Monsieur Domini, le rapport de la commission d'enquête du Sénat américain sur la fixation du prix du Sovaldi. Nous les avons envoyés aussi à vos collègues parlementaires à l'Assemblée nationale. Nous demandons très clairement de conditionner le projet de loi de financement de la sécurité sociale 2017, de conditionner en tous les cas l'éligibilité des antiviraux à action directe au régime de l'assurance maladie, donc au remboursement, à l'émission d'une licence d'office, qui dépend du gouvernement, bien évidemment. Vous voyez, il y a des propositions très concrètes sur lesquelles nous pouvons avancer et qui permettront de nouveau, ça c'est notre souhait, et vraiment je le réitère au nom des Médecins du Monde, de réunir l'ensemble des acteurs autour de la table, car nous sommes tous, collectivement, je crois, sereins et responsables dans les partis que sont les nôtres. Juste pour conclure, de façon à ce qu'il n'y ait pas de mésinterprétation de la part des téléspectateurs, téléspectatrices, les affiches que vous avez vues tout à l'heure, c'est pas un coup de pub pour se faire plaisir. C'est 2 ans de travail à bas bruit. Nous nous étions rencontrés il y a plus d'1 an, Monsieur Daubigny. Nous avons rencontré d'autres personnes. Nos collègues avaient rencontré votre prédécesseur, Monsieur Giorgi, pour essayer de convaincre. N'ayant pas été entendu, il y a un moment, on passe à une autre phase. Mais qu'on ait bien en perspective le fait que ça n'est qu'un point dans un travail de long terme qui n'est pas fini, qui ne fait que commencer. Pierre Medevielle. Je retiens la modification de composition du CEPS. Je crois que c'est une voie très intéressante à creuser. Nous avons parlé du traitement anti-hépatite. C'est un sujet qui revient régulièrement, que Marisol Touraine connaît très bien. On sait qu'un traitement systématique de tous les porteurs sains et porteurs chez lesquels la maladie a été déclarée coûterait plus de 10 milliards d'euros aujourd'hui, vu le prix du médicament. C'est sûr que c'est difficilement acceptable par l'assurance maladie. Là encore, je reviens à une voie de négociation qui me paraît possible. La négociation est possible. Nous avons ouvert des brèches à l'époque avec Philippe Douste-Blazy, Xavier Bertrand, avec les génériques. Je crois que c'est quand même une réponse au prix des médicaments, puisqu'on laissait un brevet protégé pendant une dizaine d'années, on autorisait les laboratoires à commercialiser cette molécule à condition qu'elle soit moins chère. Je crois qu'il faut persister dans cette voie. Moi, une voie qui me paraît intéressante, c'est un tarif dégressif du médicament, parce qu'aujourd'hui, pour certaines molécules de très large diffusion, le délai de protection de 10 ans me paraît totalement abusif. Et c'est vrai que certains produits qui sont utilisés en masse en clinique à l'hôpital, ce sont des rentes totales pour le laboratoire. Alors, je sais qu'il y a des frais d'AMM, des frais de dossier, mais on arrive à des protections abusives et le tarif dégressif me semble la voie à négocier. Maurice Pierre Panel. Oui, pour rebondir sur ce que vient de dire Monsieur le Sénateur, le tarif dégressif, il n'existe pas dans un dispositif législatif, mais c'est la réalité de la vie d'un médicament. Le prix public que l'on connaît, c'est le prix d'entrée sur le marché. L'avis d'un prix après, tout au long de la vie du médicament, c'est une baisse. Qu'elle soit par des remises donc non visibles publiquement ou qu'elle soit publique, les prix des médicaments ont vocation à baisser tout au long de leur présence sur le marché, parce qu'on l'a prévu dans la clause de départ, parce qu'il y a un nouveau produit qui arrive, qui rentre en concurrence, parce qu'il y a un générique, parce qu'on a constaté qu'il y a un prix plus bas dans un autre pays européen. Enfin voilà, il y a toute une série de causes qui vont nous amener à revenir vers le laboratoire pour demander la baisse de prix. Yves Daudigny, je voulais vous interroger sur le poids de l'industrie pharmaceutique française. La France est en pointe dans ce domaine. Il ne faut pas casser, on va dire, ce moteur de croissance, mais en même temps, on voit bien qu'ils sont en bonne santé financière et peut-être que c'est grâce à des prix élevés des médicaments aussi. Alors, je voudrais dire un mot sur la licence d'office, peut-être sur l'industrie. Oui, nous devons la soutenir, mais comme toute notre industrie. Et nous ne devons pas la soutenir à travers les prix des médicaments, peut-être à travers des dispositifs, comme le crédit impôt recherche ou d'autres dispositifs. Mais on ne peut pas faire payer à la sécurité sociale, à l'assurance maladie, le coût de développement de l'industrie nationale, même si évidemment elle est très importante pour nous. Je veux dire un mot sur la licence d'office, parce que c'est un point très important sur lequel aujourd'hui nous n'avons pas la même appréciation. Je ne dis pas que c'est un point de désaccord, mais pas la même appréciation. La licence d'office, c'est une sorte de coup de force où le gouvernement, la ministre dirait, nous allons fabriquer le médicament, nous prenons le mode de fabrication, nous allons le faire fabriquer par un autre et nous allons le vendre à prix que nous choisirons. Selon les informations, selon les informations qui sont aujourd'hui les miennes, le dispositif ne pourrait pas être véritablement opérationnel car il doit, comme vous le dites, y avoir compensation. Et au bout du compte, la dépense pourrait être équivalente, sinon supérieure à ce qu'elle est dans la conclusion des négociations. Moi, pour l'instant, sauf à informations différentes, je défends l'idée
de la négociation. Et je défends bien sûr l'idée de soutenir notre industrie, mais pas à travers évidemment des risques qui seraient portés par la santé publique et pas à travers non plus le déficit de la sécurité sociale. Olivier Maguet, vous souhaitiez répondre? Oui, justement parce que je crois que notre rôle, nous, c'est d'aider le négociateur. Et je pense que le négociateur, quand il s'exprime, il fait état des difficultés du rapport de force qui joue généralement en sa défaveur, surtout lorsqu'il a des médicaments qui arrivent avec déjà des indemnités en ATU qui sont extrêmement élevées, qui vont fixer le prix d'entrée sur le marché. Et on a bien vu que la marge de négociation était quand même malgré tout limitée. Donc soyons très clairs, il ne s'agit pas de définir une nouvelle doctrine économique sur le médicament, il ne s'agit pas de faire une opération de nationalisation de l'industrie pharmaceutique, il s'agit sur un cas d'espèce révélateur d'un point de rupture, d'utiliser à minima la menace d'utilisation de ce dispositif pour de nouveau remettre les gens autour de la table et aider le négociateur dans son rapport de force avec l'industriel. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir éclairé ce débat. Il est 17h30 et vous regardez Sénat 360. Tout de suite, le rappel des titres. La Turquie frappée par un attentat terroriste. L'aéroport Atatürk d'Istanbul a été la cible hier soir d'une attaque menée par 3 assaillants. Le dernier bilan fait état de 41 morts et plus de 200 blessés. Est-ce la fin du conflit sur la loi travail? Le gouvernement avance ses propositions pour redonner du poids aux branches professionnelles face aux accords d'entreprise. On attend maintenant la réponse des syndicats reçus en ce moment même à Matignon. Les Républicains veulent réformer les institutions. Le parti présentait ce matin ses propositions en la matière, avec au menu une baisse du nombre de parlementaires, le retour du cumul des mandats et une place accrue pour le référendum. Et vous pouvez réagir à nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat 360. Et tout au long de cette édition, nous retrouverons Tam Tranui dans l'hémicycle et Saveria Rojek en salle des conférences. Nora Hamadi sera avec nous depuis Bruxelles où se tient le sommet des chefs d'État européens. Et Oriane Mancini est à Matignon où Manuel Valls et Myriam El Khomri reçoivent les syndicats. C'est le multiplex de Sénat 360. Je vous le disais en titre, la Turquie frappée hier soir par un attentat terroriste à l'aéroport international d'Istanbul. L'attaque a fait, selon le dernier bilan, 41 morts et 239 blessés. Le résumé des faits est signé Julie Hulin. Le bilan n'a cessé de s'alourdir ces dernières heures. Istanbul, touché par l'attentat le plus meurtrier de son histoire. 21h hier soir, 3 kamikazes ouvrent le feu à l'entrée du terminal international, mitraillant des passagers et des policiers en faction avant de se faire exploser. Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a rapidement exhorté la communauté internationale à une lutte commune contre le terrorisme. Dès hier soir, François Hollande a exprimé sa solidarité. Je veux condamner fermement cette attaque et faire en sorte que nous puissions connaître exactement les auteurs pour que, ensemble, nous puissions faire tout ce qu'il est possible d'engager contre le terrorisme. Ce matin, Manuel Valls a également condamné ces attaques, déclarant que la lutte contre le terrorisme devait être la priorité de la refondation de l'Europe. Si aucune revendication n'a été reçue pour l'heure, les autorités turques penchent déjà vers l'hypothèse d'un attentat perpétré par l'organisation État islamique. Depuis près d'un an, le pays est plongé dans un climat de violence. Les attentats se sont multipliés à Istanbul et Ankara, faisant plus de 200 morts et des centaines de blessés. Des attaques parfois attribuées à l'État islamique, alors que la Turquie participe à la coalition contre les djihadistes en Irak et en Syrie, et parfois revendiquées par les groupes radicaux kurdes, dans un contexte de reprise du conflit avec le régime. Et pour prolonger sur ce sujet, nous rejoignons en salle des conférences Saveria Rojek. Saveria, vous êtes avec Josette Durieux, vice-présidente socialiste de la Commission des Affaires étrangères du Sénat. Josette Durieux, bonjour. Alors il faut dire que la Turquie, c'est un pays que vous connaissez très bien. Vous y étiez encore il y a quelques semaines. Une première réaction après ce terrible attentat. Une des questions qu'on se pose, c'est pourquoi n'a-t-il pas encore été revendiqué ? D'abord, cet attentat semble meurtrier à l'extrême. Il y a quand même plus de 40 morts, il y a plus de 200, peut-être 250 blessés. Il n'est pas revendiqué. D'abord, exprimons notre soutien, notre solidarité à la Turquie. Ça arrive souvent en Turquie. Il n'est pas encore revendiqué, mais les Turcs n'ont pas l'air d'hésiter et semblent laisser supposer que pour eux, c'est Daesh. Effectivement, cet attentat portait les signes de Daesh, des kamikazes, il y en avait 3,
Un aéroport, on s'attaque à des touristes, ça ressemble fort à ceux qui font ailleurs, c'est Bruxelles. C'est Bruxelles. Mais enfin, ils n'ont pas revendiqué, mais je n'ai pas l'impression qu'ils se précipitent pour le faire. Hein. Quelle est la stratégie actuelle de la Turquie à l'encontre de l'État islamique? La stratégie de la Turquie à l'encontre de l'État islamique, disons de Daesh plutôt, disons que si elle avait été plus claire, plus tôt, ça aurait été mieux pour tout le monde, y compris... C'est un reproche qu'on fait souvent à Erdogan, justement, d'avoir tergiversé. Tous vos téléspectateurs ont en tête probablement au moment de l'affaire de Kobané en janvier 2014, et les images, on les voyait, de Kurdes de Turquie qui étaient empêchés d'aller prêter main forte aux Kurdes de Syrie et d'Irak qui se battaient pour défendre Kobané. Bon, Erdogan porte lourdement la responsabilité de cette situation, tout simplement parce que dans ce conflit en Syrie, pour Erdogan, je dis bien Erdogan, et pas la Turquie, il y a deux adversaires majeurs. L'un, c'est Bachar el-Assad, l'autre, ce sont les Kurdes. Et Daesh ne venait peut-être qu'en troisième position. Donc, un peu plus de clarté, plus tôt. Alors, c'était une bonne chose. Vladimir Poutine et le président Erdogan se sont parlé ce matin. C'est une première depuis des mois. Et puis dans la foulée, Moscou a annoncé la fin des sanctions, des restrictions touristiques et commerciales qui pesaient sur Ankara. Pour vous, c'est un très bon signe, cette normalisation des relations entre Moscou et Ankara ? Alors, écoutez, toutes les fois qu'on normalise entre puissances, ce sont deux puissances. La Turquie étant une puissance régionale quand même de taille, c'est une bonne chose. Mais ce qui est quand même à signaler, c'est le changement de pied et de stratégie d'Erdogan, parce que c'est la Turquie qui a malgré tout abattu un avion russe, on ne l'oublie pas. Et les excuses d'Erdogan la semaine dernière étaient un revirement de situation. Qu'il a ensuite nié, hein. Qu'il a nié. Mais enfin, là, il ne nie pas avoir eu Poutine au téléphone. Et par conséquent, voilà, deux personnages de même trempe. Hein, qui sont en train de se retrouver. Ben, je suppose que ça fera évoluer peut-être un peu plus vite la situation en Syrie. Et si tel devait être le cas, parce que les Russes non plus ne tapaient pas prioritairement sur Daesh dans un premier temps. Hein. Ils soutenaient Bachar el-Assad et ils tapaient un petit peu sur ses adversaires, hein, c'est-à-dire en fait sur les Kurdes aussi. Bon, eh bien, deux personnages qui à un certain moment vont coopérer, je l'espère, avec la coalition internationale pour venir à bout de Daesh, ce qui semble possible. Que voulez-vous, c'est une bonne nouvelle, mais surveillons-les. Très bien, merci beaucoup Josette Duré d'avoir répondu en direct à nos questions. Merci Saveria. Suite aujourd'hui du Conseil européen à Bruxelles, les chefs d'État des 27 pays de l'Union européenne continuent sans le Royaume-Uni à discuter des conséquences du Brexit. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a lui reçu la première ministre écossaise pro-européenne, Nicola Sturgeon. Les détails de cette journée avec Mounir Soussi. Il manquait une voiture dans le ballet des Berlines aujourd'hui à l'arrivée du sommet européen. David Cameron est reparti pour Londres hier, laissant l'Europe à 27. Mais même absent, la pression se fait de plus en plus forte sur le Premier ministre britannique démissionnaire. Les dirigeants européens l'invitent à lancer rapidement la procédure de départ de l'Union. Les institutions européennes souhaitent tourner la page au plus vite pour éviter l'enlisement et envoyer un signal de fermeté à tous les États membres tentés par une prise de distance. Le Royaume-Uni restera un partenaire privilégié, mais devra assumer les conséquences de son choix. Les discussions ont permis d'établir que l'accès au marché unique passera par l'acceptation des 4 libertés fondamentales, y compris la liberté de mouvement. Le marché unique ne se décline pas à la carte. Dans ce climat, l'Écosse, elle, compte bien jouer sa propre carte. Hier, Donald Tusk, le président du Conseil européen, avait refusé de rencontrer Nicola Sturgeon. Aujourd'hui, la première ministre écossaise est reçue par Martin Schulz, le président du Parlement, et Jean-Claude Juncker à la tête de la Commission, pour leur témoigner la détermination de sa nation à rester au sein de l'UE. Et nous rejoignons maintenant Nora Hamadi en direct de Bruxelles. Alors Nora, c'est donc sans David Cameron que ce sommet européen se poursuit pour régler les conditions de ce divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Et la France, par la voix de François Hollande, souhaite un accord juste pour les deux parties. Et les regards se tournent aussi vers l'Écosse notamment. Effectivement,
Nicola Sturgeon n'a pas attendu bien longtemps après le départ de David Cameron pour venir plaider la cause de l'Écosse ici à Bruxelles. L'idée, c'est d'essayer de rallier le plus de soutien possible pour éviter une sortie de son pays. Toutefois, si la première ministre écossaise est donc venue ici très vite, côté européen, ça a été globalement unanime. Ça fait 30 minutes en fait qu'elle est en train de discuter avec Jean-Claude Juncker après avoir rencontré donc Martin Schulz ce matin, président du Parlement européen. Et côté Commission, tout comme côté chef d'État, les positions sont exactement les mêmes. Si nous devons écouter Nicola Sturgeon, car elle est une chef d'État, il est hors de question en fait de s'immiscer dans le débat britannique. Idem côté François Hollande, Nicola Sturgeon est reçu par les autorités européennes. Mais si nous devons négocier, c'est bien avec le Royaume-Uni, pas seulement une partie du Royaume-Uni. À l'heure où l'Écosse menace de convoquer un nouveau référendum sur l'indépendance, les 62% d'Écossais qui ont voté pour le Remain, c'est-à-dire le maintien dans l'Union européenne, n'est pas un argument suffisant pour les institutions européennes et pour les chefs d'État et de gouvernement de voir se démanteler la Grande-Bretagne. Alors, l'accord entre le Royaume-Uni et l'Europe, lui, risque de prendre du temps à être mis en place. Effectivement, Jérôme, le sommet aujourd'hui a accouché d'une déclaration unique. Ils ont voulu afficher l'unité. Quoi qu'il en soit, la question de l'avenir de l'Union est repoussée à un nouveau sommet, une nouvelle réunion informelle à 27, puisqu'on ne peut pas appeler ça sommet, le 15 septembre prochain à Bratislava. Toutefois, il a été donné ici l'idée d'une impulsion à redonner à l'Europe autour de 4 priorités: la sécurité, la défense, l'investissement et la question bien entendu de l'emploi et de la croissance, tout en disant que la priorité principale reste la jeunesse. François Hollande a plaidé pour que chaque jeune européen puisse à un moment de sa vie sortir dans sa scolarité pendant 1 an, 6 mois dans un autre pays européen. Donc ce sommet a donc accouché d'une déclaration de principe et d'unité. Mais la question qui va se poser à partir de septembre, c'est quel projet pour demain? Beaucoup sont dans l'idée d'approfondir l'Union européenne. Ce n'est pas le cas de tous, notamment les pays de l'Est. Et on le sait, de l'aveu même du président, la question de l'harmonisation, par exemple fiscale ou sociale, qui est appelée de ses voeux, et il a réussi pour ceci à rallier Matteo Renzi ou Angela Merkel, prendra beaucoup de temps, voire semble déjà compromise. Quoi qu'il en soit, la concurrence entre les pays a d'ores et déjà commencé pour accueillir les entreprises qui souhaiteraient trouver refuge sur le continent, qui aurait en fait à quitter la Grande-Bretagne. Autant dire que dans l'Europe des 27, on continue à être un espace de concurrence entre les pays avant tout. Merci beaucoup Nora, on part tout de suite à Matignon où Laurent Berger s'exprime à l'instant. Mais il y avait besoin parce que certains disaient que la branche n'avait plus de rôle. Au contraire, nous, la CFDT a toujours souhaité que la branche ait un rôle dans l'établissement des règles qui régissent les salariés et les entreprises. Eh bien, il y a des précisions sur le fait que la branche demeure évidemment dans l'ordre social et a toujours un rôle. Est-ce que les manifestations ont encore un sens aujourd'hui? C'est pas à moi de le dire. Vous savez que la CFDT n'appelle pas à ces manifestations. Est-ce que c'est en partie vos propositions qui ont inspiré ces amendements? Bon, en tout cas, la proposition que nous avons faite depuis une semaine au rapporteur sur l'évolution de l'article 13, c'est-à-dire le fait que chaque branche puisse, dans les mois et l'année à venir, définir ce qu'est son ordre social professionnel, c'est repris. Donc c'est utile parce que ça veut dire que chaque branche va pouvoir définir ce qui est important pour elle. C'est utile parce qu'il y avait beaucoup de débats sur le rôle de la branche. Les branches demeurent un échelon important de droit du travail en France. Après, il y a un élément important, et il est d'actualité. Il est prévu que les branches discutent de la pénibilité. Vous savez, comme c'est une revendication et un acquis de la CFDT, c'est important que les branches se saisissent de la question. Précisément, le patronat est dans le... Comment vous réagissez à M. Gattaz qui dit que... Je dis juste à M. Gattaz que la loi, c'est la même pour tout le monde. Et il n'est pas acceptable qu'une loi qui est passée devant la représentation nationale, qui a été promulguée, dont les circulaires ont été écrites, eh bien, on appelle, lorsqu'on est dirigeant d'une organisation patronale, on appelle à ne pas respecter la loi. Donc je le dis, la reconnaissance de la pénibilité, c'est un acquis pour, à terme, 1,3 million de salariés au moins. C'est, je le rappelle, la contrepartie à un allongement de durée de carrière, parce qu'on a subi de la pénibilité, qui est une altération de sa santé ou qui est une baisse de l'espérance de vie. Donc ce n'est que justice sociale et il est hors de question pour la CFDT que les entreprises ne l'appliquent pas. Et à chaque fois cela sera le cas, nous porterons l'affaire en justice. Sur la durée du travail, la branche
prime sur l'accord d'entreprise ou ça reste l'accord d'entreprise qui prime? Non, sur l'organisation du travail et la durée du travail, il y a toujours accord d'entreprise. C'est toujours accord d'entreprise qui prime, comme c'est prévu aujourd'hui dans l'article 2. Il n'y a aucune évolution de l'article 2 dans ce qui nous a été présenté par le Premier ministre. Vous ne craignez pas... Voilà, c'était la réaction de Laurent Berger à sa sortie de Matignon. Le parti Les Républicains présentait ce matin ses propositions de réforme des institutions. Nicolas Sarkozy a vanté des mesures chocs comme la réduction du nombre de parlementaires, le retour au cumul des mandats ou encore le recours au référendum. Résumé des mesures signé Stéphane Amalian. Nicolas Sarkozy pose les derniers jalons du programme des Républicains pour 2017, avec un nouvel objectif, refonder les institutions de la Ve République, à commencer par les parlementaires, trop nombreux selon lui. Nous souhaitons proposer une réduction de 30% du nombre des parlementaires français, afin de les porter d'ici 2022, ça donnerait 400 députés, 202 sénateurs, au lieu des 577 députés actuels et des 348 sénateurs actuels, étant entendu que le redécoupage serait pour 2022. En attendant 2022, une autre mesure plus urgente pour Nicolas Sarkozy, c'est le retour au cumul des mandats. Une nécessité pour ses soutiens, un parlementaire doit selon eux avoir un enracinement local. Je pense que c'est très utile, ça permet d'ailleurs d'avoir des parlementaires qui ne sont pas hors sol, parce que le mandat unique, je pense que c'est une grosse bêtise. Le mandat unique, ça coûte plus cher, parce que là où vous avez un seul homme politique qui est député maire ou sénateur maire, ça coûte moins cher que d'avoir un sénateur qui ne fait que ça et un maire qui fait que ça. Autre projet, le recours plus systématique au référendum. Nous sommes les héritiers de la famille gaulliste et le général de Gaulle avait placé le référendum et la participation en réalité du peuple à des décisions stratégiques au cœur de la reconstitution de la Ve République. Nous avons réaffirmé l'attachement à la Ve et replacé cette question référendaire dans le cadre d'un renforcement de la démocratie représentative et participative. Le programme devra être validé ce samedi lors du Conseil national du parti. Il sera déserté par Bruno Le Maire et sans doute Alain Juppé. Le Sénat fait des propositions pour mieux encadrer les bourses étudiantes. Philippe Adnot, sénateur non inscrit de l'Aube, est l'auteur d'un rapport et préconise un contrôle accru pour attester de l'assiduité des étudiants boursiers. On l'écoute au micro de Géraldine Bavoileau. Nous avons fait différentes propositions. Ça peut être en contrôle continu sur les travaux dirigés, pas nécessairement sur la présence dans les amphis. Ça peut être avec des crédits minimums lors des différents examens. Ça peut être une réussite même à l'examen final, ou en tout cas une démonstration qu'il y a bien eu étude, mais en tout cas faire en sorte qu'il y ait plus d'équité par un traitement qui sera général dans le pays et pas seulement dépendant de telle ou telle université. Nous allons maintenant dans l'hémicycle pour retrouver Tam Tranui. Alors Tam, le long parcours du projet de loi création touche à sa fin et une fois n'est pas coutume, le dialogue entre sénateurs et députés a été fructueux et a permis d'aboutir à un accord. Et oui, effectivement, alors vous voyez, je suis dans un hémicycle vide actuellement car peu après 17h, eh bien, les sénateurs ont adopté ce projet de loi sur la liberté de création, l'architecture et le patrimoine, ce qui a valu adoption définitive par le Parlement après 1h40 de débat plutôt consensuel. D'ailleurs, eh bien, tous les groupes ont voté pour, à l'exception du groupe communiste qui, lui, s'est abstenu. Alors, ce climat de consensus, c'est d'ailleurs ce qu'a souligné le rapporteur Les Républicains Jean-Pierre Leleux dès son allocution de départ. Il a dit « Ce n'est pas commun de trouver un accord sur un texte de cette importance à quelques mois d'échéance électorale comme la présidentielle. » Alors il faut dire que ce texte, il y a un an, s'annonçait comme une révolution dans le monde de la culture. Et bien finalement, c'est avant tout un texte fourre-tout qui a empilé des dizaines de mesures qui affirment avant tout le principe de la liberté de la création, mais qui porte aussi sur le patrimoine, la musique, l'enseignement artistique ou encore le numérique et j'en passe. Et bien dans tout cela, la Chambre haute a tout de même été fidèle à certaines de ses constantes. Elle a fait par exemple en sorte que les collectivités territoriales aient leur mot à dire, par exemple dans le domaine de la sauvegarde du patrimoine ou bien encore de l'archéologie préventive. Les intérêts des collectivités ont été préservés, a déclaré tout à l'heure l'autre rapporteur de la commission mixte paritaire, Françoise Férat. Notez également que les collectivités territoriales auront des responsabilités, notamment à l'initiative de la présidente UDI-UC de la commission de la
la culture, Catherine Morin de Sailly. Eh bien, son amendement disait que les nouvelles régions devront accompagner les conservatoires dans leur territoire. Amendement qui a donc été intégré au texte. Je vous le disais, donc il y a eu une atmosphère plutôt consensuelle. Il y a eu un réel dialogue fructueux sur ce texte entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Mais tout de même, un bémol, si ce texte n'a pas été clivant d'un point de vue politique, il n'a pas non plus été mobilisant. Et oui, la culture n'a pas attiré les foules dans l'hémicycle. Merci Tam. Autre rapport du Sénat présenté aujourd'hui, celui sur l'orientation scolaire. Guy-Dominique Kennel, sénateur LR du Bas-Rhin, veut mettre fin à l'orientation par l'échec ou sur tirage au sort. Il préconise une refonte du système pour une meilleure insertion professionnelle. On l'écoute au micro de Géraldine Bavoilot. Nous souhaitons qu'il y ait un continuum, qu'on prenne l'élève en charge en matière d'orientation dès la 6e, qu'on le suive, qu'il y ait une sorte de passeport d'orientation et en même temps qu'il y ait un lieu extérieur où ils peuvent aller se renseigner, où ils trouveront tous les conseils, etc., toutes les possibilités et finalement des gens formés pour les informer et les orienter au niveau de ces CIO régionaux. Je vous propose maintenant de revoir l'audition de Didier Migaud, le premier président de la Cour des comptes. Il s'exprimait tout à l'heure devant la Commission des affaires sociales du Sénat. Tout de suite, les meilleurs moments de cette audition sélectionnés par Jason Vils. Je suis, comme toujours, très heureux d'être auditionné par vos commissions pour vous présenter le rapport que la Cour publie ce matin sur la situation et les perspectives des finances publiques. Alors, comme vous l'avez rappelé, ce rapport est établi conformément à la loi organique pour vous assister dans le cadre du débat d'orientation sur les finances publiques qui doit être organisé prochainement. Or, ce rapport examine les finances publiques françaises à l'aune des objectifs fixés et des engagements qui sont pris par les pouvoirs publics. Le rôle de la Cour, et je veux à nouveau insister sur ce point, c'est d'apprécier les résultats obtenus, de les situer au regard de ces objectifs et de ces engagements. Ce n'est pas la Cour qui détermine les objectifs et les engagements. Nous dressons dans ce rapport 3 constats principaux. Premièrement, le mouvement de réduction du déficit public a repris. Mais la situation des finances publiques de la France reste en décalage avec la moyenne de l'Union européenne. Deuxièmement, l'objectif 2016 de réduction du déficit public, plus modeste en 2016 qu'en 2015, est atteignable, en dépit des risques qui pèsent sur les dépenses de l'État et sur les dépenses sociales, sur lesquelles je reviendrai. Troisièmement, en l'état des décisions connues, l'atteinte de l'objectif 2017 est très incertaine et le respect de la trajectoire 2017-2019 des finances publiques peu réaliste. Interrompu entre 2013 et 2014, le mouvement de réduction du déficit public a repris en 2015. Cette légère amélioration est plus rapide que prévu dans la loi de programmation des finances publiques. Le déficit public, qui devait être de 4,1 points de PIB en 2015, a finalement été de 3,6 points de PIB. Or, cette amélioration doit en outre être nuancée à plusieurs titres. D'une part, le déficit public reste à un niveau élevé en 2015. La réduction des déficits publics est concentrée sur les collectivités territoriales, qui ont significativement infléchi leurs dépenses de fonctionnement de l'ordre de 1% en 2015, après plus de 2,7% en 2014, et diminué de manière marquée leurs dépenses d'investissement pour la seconde année consécutive. Seuls 4 pays de l'Union européenne conservent un déficit effectif plus dégradé que celui de la France. La Grèce, l'Espagne, le Portugal et le Royaume-Uni. Or, cet écart touche également le déficit structurel. La France continue d'accuser un décalage par rapport aux autres pays européens dans l'ajustement de ses finances publiques. 4 pays seulement ont un déficit structurel plus élevé que celui de la France, le Royaume-Uni, l'Espagne, la Slovénie et la Belgique.
La réduction du déficit public en France, de l'ordre d'un demi-point de PIB en 2015, est à peu près équivalente à celle observée en moyenne au sein de la zone euro et de l'Union européenne. Cela signifie que la France doit poursuivre ses efforts de réforme structurelle si elle souhaite mettre fin au décalage observé aujourd'hui avec les autres pays européens ou, à minima, le réduire significativement. Or, si le scénario relatif aux recettes publiques apparaît relativement prudent, la trajectoire de déficit ne saura être durablement respectée sans une maîtrise rigoureuse des dépenses. Et des tensions fortes existent, notamment en ce qui concerne l'évolution des dépenses de l'État. Elles sont plus importantes, ces tensions, en 2016 qu'en 2015. Les risques de dépassement pourraient représenter en 2016 entre 3,2 et 6,4 milliards d'euros. Ces dépassements sont avant tout liés aux annonces de mesures nouvelles. Recensées par la Cour pourraient conduire à accroître les dépenses de l'État de 2,5 milliards. Cet accroissement serait principalement le fait du plan d'urgence pour l'emploi, des aides accordées aux agriculteurs et aux éleveurs, de la hausse également des dépenses du ministère de la Défense. Les sous-budgétisations représenteraient de l'ordre de 2 milliards d'euros en 2016. Elles concernent toujours d'ailleurs les mêmes missions, défense, travail et emploi, solidarité, insertion, égalité des chances. Alors, nous rappelons que ces sous-budgétisations nuisent à la sincérité du vote du Parlement sur la loi de finances et qu'elles rognent, dès le début de l'année, les marges de manœuvre nécessaires pour mieux maîtriser l'exécution de la dépense budgétaire. En l'état des décisions connues, l'atteinte de l'objectif 2017 est très incertaine et le respect de la trajectoire 2017-2019 des finances publiques peu réaliste au regard des nouveaux engagements pris. Pour les années 2017 à 2019, le programme de stabilité d'avril 2016 prévoit, je vous le rappelle, une trajectoire de redressement des finances publiques revue à la baisse par rapport à la loi de programmation. L'amélioration du déficit public est en effet moindre que celle présentée dans la loi de programmation des finances publiques de décembre 2014, alors même d'ailleurs que le déficit de 2015 est d'un demi-point inférieur. Le résultat meilleur que prévu n'est donc pas mis à profit pour réduire plus rapidement le déficit public et infléchir plus nettement la trajectoire de dette. Alors, le gouvernement a, dès le programme de stabilité d'avril 2015, révisé à la hausse la croissance potentielle pour 2016 et 2017. Elle se situe désormais à un niveau sensiblement supérieur à celui retenu par les organisations internationales. Cela permet au gouvernement d'afficher un solde structurel à l'équilibre en 2019, malgré un déficit effectif s'élevant encore à 1,2 point de PIB. Si nous prenions les estimations de PIB potentiel des organisations internationales, le résultat serait quelque peu différent. Il serait plutôt de l'ordre de 1% de déficit structurel. Je veux conclure en rappelant que la Cour reconnaît, ne méconnaît pas en tout cas, les efforts réalisés ces dernières années par les pouvoirs publics pour procéder au redressement des finances publiques. Pour autant, nous redoutons que l'amélioration de la conjoncture, si elle se confirme, conduisent une nouvelle fois à interrompre ce mouvement. Et les travaux de la Cour, en mettant notamment en lumière les expériences de nos voisins européens, montrent au contraire que l'effort structurel ne doit pas être relâché au moment où les pouvoirs publics bénéficient d'une conjoncture économique plus favorable et de taux extrêmement bas. Les ajustements structurels des finances publiques, qui doivent intervenir dans des phases de conjoncture moins favorables, sont le plus souvent encore plus douloureux, d'où l'intérêt de les faire dans des périodes où l'économie est plus clémente. En dépit des progrès réalisés dans la période récente, la politique de maîtrise de la dépense menée jusqu'à présent a en fait davantage visé à la contenir plutôt qu'à la réduire. Et les résultats ne sont pas complètement au rendez-vous. Alors que les travaux des juridictions financières soulignent les marges d'efficacité et d'efficience de l'action publique dans notre pays. Nous mettons toujours en avant le décalage qu'il peut y avoir entre le niveau de dépenses publiques et les résultats de l'action publique et des politiques publiques.
Donc faire des choix explicites, s'attaquer aux principales sources d'inefficacité, d'inefficience de la dépense, réexaminer les missions des administrations publiques prises dans leur ensemble, mieux cibler les dépenses d'intervention. Bon, tout cela pourrait vraisemblablement aider à mieux maîtriser les dépenses publiques tout en permettant l'affirmation des priorités politiques voulues par les pouvoirs publics. Il existe un risque significatif, vous l'avez répété à l'instant, un risque significatif de non-respect des objectifs, de respect des objectifs pour 2017. Alors, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que la Cour estime d'ores et déjà que les engagements européens ne pourront pas être tenus? Ou, s'ils devaient être tenus, vous avez dit, Monsieur le Premier Président, qu'il fallait un effort sans précédent, notamment sur les dépenses. Alors, de manière très concrète, en termes en montant, en milliards, à combien estimez-vous l'objectif de diminution des dépenses dans le PLF 2017 pour parvenir donc à réduire, à atteindre cet objectif de 3% en 2017. Comment on peut le chiffrer, le traduire en milliards dans le PLF 2017 que nous examinerons après l'été? Les risques que nous identifions sur 2016 nous apparaissent plus forts qu'en 2015. Donc du coup, nous invitons bien évidemment le gouvernement à être extrêmement vigilant sur le sujet maîtrise de la dépense. Bon, et bien évidemment, pour respecter l'objectif, il ne faut pas en rajouter dans la dépense. Or, on a déjà des mesures qui porteront sur 2016, avec des effets sur 2016. Je pense aux mesures en direction des jeunes, les mesures en direction de l'emploi, les mesures aussi sur la masse salariale, avec l'augmentation du point d'indice, avec quelques mesures catégorielles. Bon, donc voilà, 2016 ne sera pas simple. En 2017, l'objectif de maîtrise de la dépense est beaucoup plus ambitieux qu'en 2016, puisqu'il prévoit une stabilité en volume de la dépense. Bon. Et comme je le disais tout à l'heure, on l'a pratiquement jamais fait. Bon. Donc ça nécessite un effort supplémentaire par rapport à ceux réalisés en 2016 et 2015. Et alors même qu'on ne voit pas obligatoirement ce qui pourrait permettre de réaliser cet objectif, nous avons au contraire un certain nombre de dépenses supplémentaires qui sont annoncées et qui rendent donc encore plus difficile le respect de l'objectif de 2,7, sauf à changer l'objectif. Bon, ça mais pour le moment, nous sommes à un objectif de 2,7 et déjà nous constatons qu'il est plus difficile à atteindre que ceux fixés en 2016 et 2015 et qu'on en a rajouté dans les dépenses sans pour le moment gager ces dépenses supplémentaires. Donc voilà. Et par rapport à la stabilité en volume de la dépense publique en 2017 sur lesquels le gouvernement s'engage, ce que nous disons, c'est que tout ce qui est mis sur la table en plus correspond à peu près à 0,3 points de PIB, hein, donc de l'ordre de 6 milliards d'euros. Bon, donc voilà un peu les ordres de grandeur. Il est 18h, passé de 2 minutes. Tout de suite, le rappel des titres de Sénat 360. La Turquie, frappée par un attentat terroriste. L'aéroport Atatürk d'Istanbul a été la cible hier soir d'une attaque menée par 3 assaillants. Le dernier bilan fait état de 41 morts et plus de 200 blessés. La situation en Turquie et sa place dans la géopolitique actuelle sera l'objet de notre débat dans un instant. Est-ce la fin du conflit sur la loi travail? Le gouvernement avance ses propositions pour redonner du poids aux branches professionnelles. On attend maintenant la réponse des syndicats reçus en ce moment même à Matignon où nous retrouvons dans un instant notre journaliste sur place. Le projet de loi création, architecture et patrimoine est définitivement adopté. Les sénateurs viennent de voter le compromis trouvé en commission mixte paritaire avec les députés. Et vous pouvez réagir à nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat 360. Nous retrouverons dans cette demi-heure Saveria Rojek en direct du Sénat et Oriane Mancini à Matignon où Manuel Valls et Myriam El Khomri reçoivent les syndicats.
C'est le multiplex de Sénat 360. Nous rejoignons donc tout de suite Oriane Mancini à Matignon, où les syndicats sont donc reçus par Manuel Valls et Myriam El Khomri. Où en est-on, Oriane ? Eh bien, les négociations se poursuivent. C'est actuellement Philippe Martinez, le leader de la CGT, qui est en discussion avec Manuel Valls et Myriam El Khomri. Jérôme, vous le savez, les discussions cet après-midi, eh bien, elles portent sur le rôle de la branche. Myriam El Khomri a annoncé des amendements pour réaffirmer le rôle de cette branche. Des amendements que nous nous sommes procurés. Ils sont au nombre de 3. L'article 13 de cette loi travail est donc ainsi complété. Les organisations syndicales engagent avant le 31 décembre 2017 une négociation portant sur la définition de l'ordre public conventionnel applicable dans leur branche. Et puis d'ici le 30 juin 2018, eh bien, chaque branche doit faire état des négociations au Haut Conseil du dialogue social. Et le 3e amendement, eh bien, il porte justement sur ce Haut Conseil du dialogue social, puisque le poids des partenaires sociaux y est renforcé. Vous le voyez donc, réaffirmation du rôle de la branche, clarification du calendrier. C'est ce qui sera annoncé, cet après-midi aux syndicats reçus à Matignon. On attend bien sûr la réaction de ces syndicats. Alors les syndicats réformistes, la CFTC et la CFDT ont déjà été reçus. Ils sont sortis. Ils se disent satisfaits de ce qui leur a été annoncé cet après-midi par Manuel Valls et Myriam El Khomri. Je vous propose d'écouter tout de suite Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT. Il n'a jamais été question, malgré les débats qui ont été ceux que nous avons connus ces derniers mois, il n'a jamais été question d'affaiblir la branche. Au contraire, on veut les renforcer en les rendant plus fortes, en les rendant moins nombreuses. Aujourd'hui, il y en a 700 et il est prévu d'en faire à thème 200. Donc vous êtes rassuré globalement ? Oui, je n'étais pas inquiet, mais je suis rassuré. Le texte vous satisfait aujourd'hui tel qu'il est ? Aujourd'hui, ce texte continue d'être un élément de porteur de progrès social. Merci. Il faut me faire le décompte. Voilà, Laurent Berger qui soutient donc toujours ce texte, puisque c'est même lui qui était à l'origine des modifications qui y sont apportées. On attend maintenant bien sûr la réaction des syndicats qui s'opposent à ce texte. Force ouvrière, Jean-Claude Maillet arrivera ici à 18h30 et Philippe Martinez, le leader de la CGT, qui, je vous le disais, est reçu en ce moment même par Manuel Valls et Myriam El Khomri. Philippe Louis, le leader de la CFTC, nous le confiait à la sortie de son entrevue avec Manuel Valls et Myriam El Khomri. Le gouvernement offre une porte de sortie à la CGT AFO. On verra s'il décide de la prendre ou pas. Merci Oriane. Nous allons maintenant en salle des conférences pour retrouver Savaria Rojek. Savaria, vous êtes avec la sénatrice socialiste du Pas-de-Calais, Catherine Génisson, pour une réaction aux attentats qui ont frappé la Turquie hier soir. Absolument, Jérôme. Catherine Génisson, bonjour. Vous connaissez bien la Turquie, vous êtes membre du groupe d'amitié France-Turquie. Alors tout d'abord, une première réaction après ce triple attentat, 41 morts, toujours pas de revendication. Est-ce que c'est la signature de Daesh, justement ? Il semble malheureusement que ce soit la signature de Daesh. À titre personnel, mais comme nous tous, je suis bouleversée et je condamne avec la plus ferme énergie cet acte de barbarie abominable. Et dans le même temps, je voudrais apporter mon soutien, ma compassion aux proches des familles, aux familles elles-mêmes, au peuple turc, et aussi souligner l'excellence de tous les secours qui sont apportés aux personnes blessées. Mais c'est dramatique et ça montre aussi que la guerre continue. La guerre des djihadistes avec les djihadistes continue. Nous devons en être conscients. Cela veut dire que nous devons continuer de travailler ensemble, que ce soit au niveau européen, que ce soit au niveau international. Et j'acte positivement les relations qui semblent se détendre entre la Turquie et la Russie. Voilà, justement, Vladimir Poutine et le président Erdogan se sont parlé ce matin. C'est une première depuis des mois. Puis dans la foulée, Moscou a annoncé la fin des restrictions, la fin des sanctions touristiques et commerciales qui pesaient sur Ankara. Justement, c'est la voie de la normalisation des relations ? Souhaitons-le. Souhaitons-le, parce que je pense que plus nous serons responsables les uns et les autres là où nous sommes, plus nous arriverons à lutter efficacement contre Daesh, contre les djihadistes, contre l'extrémisme. Et c'est fondamental. Mais je crois qu'il faut que nous prenions conscience aussi, partout où nous sommes, en tant que citoyens, et en particulier en France,
que les risques continuent d'exister. Le Premier ministre nous le rappelle souvent, cela doit nous appeler à la responsabilité. Justement, le terrorisme, c'est la maladie chronique des décennies à venir et qu'on va devoir apprendre à vivre avec, c'est ça ? Je pense que malheureusement, aujourd'hui, nous sommes en pleine crise de ce terrorisme. Donc, essayons de ne pas avoir à apprendre pendant des décennies à vivre avec. Je pense qu'il faudra aussi faire en sorte de traiter le sujet à l'origine. Donc, quand même, une des raisons, ce sont quand même les inégalités qui existent entre les hommes et les femmes sur la Terre, finalement. Et des gens qui arrivent à exploiter cette souffrance que vivent certains, cette dépréciation que vivent certains, et qui les conduisent à faire des actes ignobles. Catherine Génisson, une dernière question. Est-ce que cet attentat peut avoir une influence sur la stratégie d'Ankara contre Daesh, dans la crise syrienne en tout cas ? Sans doute, certainement. Moi, je suis allée il n'y a pas très longtemps en Turquie pour voir les camps de réfugiés syriens. La Turquie accompagne beaucoup les réfugiés, à la fois en organisant des camps, en accompagnant des camps, mais en accueillant aussi dans les villes, parce qu'on voit ces malheureux Syriens qui se réfugient n'importe où, n'importe comment. On voit des jeunes enfants, des bébés qui ne sourient jamais. Ce sont des gens qui n'ont connu que le drame. Et je pense que ça peut influencer les relations entre la Syrie et la Turquie, oui. Très bien. Merci beaucoup Catherine Génisson d'avoir répondu en direct à nos questions. Merci Saveria. La situation en Turquie, c'est l'objet de notre débat dans un instant. Mais avant, je vous propose un résumé des faits signé Julie Hulin. Le bilan n'a cessé de s'alourdir ces dernières heures. Istanbul, touché par l'attentat le plus meurtrier de son histoire. 21h hier soir, 3 kamikazes ouvrent le feu à l'entrée du terminal international, mitraillant des passagers et des policiers en faction avant de se faire exploser. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a rapidement exhorté la communauté internationale à une lutte commune contre le terrorisme. Dès hier soir, François Hollande a exprimé sa solidarité. Je veux condamner fermement cette attaque et faire en sorte que nous puissions connaître exactement les auteurs pour que, ensemble, nous puissions faire tout ce qu'il est possible d'engager contre le terrorisme. Ce matin, Manuel Valls a également condamné ces attaques, déclarant que la lutte contre le terrorisme devait être la priorité de la refondation de l'Europe. Si aucune revendication n'a été reçue pour l'heure, les autorités turques penchent déjà vers l'hypothèse d'un attentat perpétré par l'organisation État islamique. Depuis près d'un an, le pays est plongé dans un climat de violence. Les attentats se sont multipliés à Istanbul et Ankara, faisant plus de 200 morts et des centaines de blessés. Des attaques parfois attribuées à l'État islamique, alors que la Turquie participe à la coalition contre les djihadistes en Irak et en Syrie, et parfois revendiquées par les groupes radicaux kurdes, dans un contexte de reprise du conflit avec le régime. Et pour débattre de ce sujet, j'accueille sur le plateau mes invités. Jacques Mézard, vous êtes le président du groupe d'amitié France-Turquie au Sénat et le président du groupe RDSE ici. Dominique Trinquant, vous êtes général et ancien chef de mission auprès de l'ONU. Claude Maluret, vous êtes le sénateur LR de l'Allier et membre de la Commission des Affaires étrangères au Sénat. Et enfin, Dorothée Schmitt, chercheuse à l'IFRI, où vous êtes responsable du programme Turquie contemporaine. Alors Jacques Mézard, pour commencer, je vais vous demander une réaction à cet attentat qui a frappé hier l'aéroport d'Istanbul. Nous ne pouvons tous qu'être ulcérés et malheureux de ce nouvel attentat. Je crois que ce qui se passe dans le monde, parce que les États-Unis ont été frappés, la France a été frappée, la Belgique a été frappée, la Turquie a été frappée, il y a manifestement, c'est une crise mondiale. La lutte contre le terrorisme concerne tous les pays. Et ce qui se passe en Turquie nous touche parce que tout ce qui touche la Turquie touche aussi d'une certaine manière l'Europe. Général Trinquant, la situation en Turquie, la situation sécuritaire est préoccupante. En ce moment, ce n'est pas la première fois que la Turquie est frappée ces derniers mois. Oui, tout à fait. Puis il y a une double menace en Turquie. Je rappelle qu'il y a la menace du PKK qui a été revivifiée, si j'ose dire, au moment des élections par le président Erdogan. Et puis il y a l'État islamique
parce qu'il faut se souvenir que la Turquie est d'une certaine façon, parfois souterraine, une base aérienne pour l'État islamique. C'est par ces frontières que transitent un certain nombre de trafics, pétrole, coton, antiquités, et puis combattants qui viennent également en Syrie ou en Irak. Donc c'était une base. Les blessés aussi vont se faire soigner en Turquie. Donc c'est d'une certaine façon une base arrière. Et je pense que cet attentat, c'est un avertissement sanglant, terrible, qui a été donné par l'État islamique après les accords avec la Russie et avec Israël, qui naturellement ne vont pas du tout dans le sens de ce que souhaite l'État islamique. Et donc rappeler l'État turc qui, d'une certaine façon, a laissé l'État islamique prospérer il y a 3 ans. En laissant les trafics, mais sur une frontière qui est très longue, qui est très difficile à contrôler. Et donc là, l'État islamique se rappelle à l'État turc. Claude Malhuret, justement, est-ce que la Turquie paye son revirement finalement de situation vis-à-vis de l'État islamique? Un peu de complaisance au départ face au régime de Bachar el-Assad et maintenant un vrai combat de l'État islamique? Je pense qu'il faut quand même être prudent parce que pour le moment l'attentat n'est pas revendiqué. Il n'est pas certain que ce soit l'État islamique, même si ça semble assez probable. Il est certain également que la Turquie a évolué par rapport à l'État islamique au cours de cette dernière année et que la complaisance dont elle a été accusée il y a quelque temps, aujourd'hui, a fait place à une détermination plus grande et à un rapprochement vis-à-vis de l'Europe et des Américains sur ce sujet. Donc c'est peut-être effectivement la conséquence de cela. Mais comme le disait Gérald Trinquant tout à l'heure, la Turquie est confrontée aujourd'hui pas seulement à mais à de multiples violents, de multiples crises. L'État islamique, le PKK, les conséquences du conflit en Syrie et en Irak. Et par conséquent, aujourd'hui, la question qui peut se poser, c'est combien de temps, après des attentats qui au total sont beaucoup plus nombreux, avec beaucoup plus de morts, beaucoup plus de victimes que ce qui a eu lieu en France ou dans d'autres pays européens, combien de temps la Turquie peut résister sans être déstabilisée. Et bien entendu, sans aller de l'avant vers un régime autoritaire qui, avec une sorte de renvoi d'ascenseur, de ping-pong si je peux dire, plus il y a des attentats, plus le régime devient autoritaire et donc plus la stabilité des institutions turques est en question. Dorothée Schmitt, la Turquie cherche sa place, cherche sa voie et les attentats déstabilisent encore un pouvoir qui cherche sa place dans la région. La Turquie pensait avoir une place de puissance très clairement définie dans la région. Elle est contaminée aujourd'hui par la crise syro-irakienne. Elle est dans une situation de tension interne qui est liée aussi à l'extrême personnalisation du pouvoir qu'on voit aujourd'hui, à cette volonté de garder le pouvoir à tout prix du président Tayyip Erdogan qui l'a quand même amené à une situation très difficile aujourd'hui avec ses Kurdes, puisque les forces de sécurité turques, elles mènent pratiquement une guerre à l'est du pays contre les Kurdes. Donc le gouvernement turc est en partie responsable de la crise et de la situation sécuritaire en Turquie. C'est ça qui est un petit peu problématique et qui va être compliqué à résoudre à l'avenir. Jacques Mézard, comment l'Europe doit se positionner vis-à-vis de la Turquie, j'allais dire face à la Turquie? Est-ce que c'est un allié? Est-ce qu'il faut être vigilant? On l'a entendu, un régime de plus en plus autoritaire qui se met en place et en même temps un allié indéfectible pour j'ai dit personnalisation, j'ai pas dit autorité. Personnalisation du pouvoir. Oui, je crois qu'il faut restituer les choses telles qu'elles sont. Depuis 40 ans, la Turquie a la guerre à ses frontières. Il y a eu le conflit Irak-Iran, il y a eu les problèmes avec la fin de l'Empire soviétique à ses frontières, il y a la question de Chypre, il y a ce qui se passe en Irak, ce qui se passe en Syrie. Ça fait 40 ans que la Turquie, avec une stabilité évidente, a réussi à tenir le choc. Alors, on dit oui, mais écoutez, c'est facile de donner des leçons, c'est le propre de l'Occident de donner des leçons à tous les autres. La Turquie est membre associé depuis 1963 de l'Union européenne. La Turquie fait partie du Conseil de l'Europe. La Turquie est membre de l'OTAN. La Turquie est dans une situation géographique très particulière, très proche de tous les conflits, et il est évident que l'Europe, au lieu de stigmatiser, moi je ne partage pas du tout effectivement les dérives autoritaires du régime turc. On connaît la situation. Il n'en reste pas moins que l'Europe se doit
à mon avis, de donner un coup de main à la Turquie au lieu de constamment juger la Turquie. Vous savez, on donne des leçons aux Turcs, on en donne moins à l'Arabie Saoudite, on en donne moins à l'Égypte. Aujourd'hui, il y a une urgence, c'est que la Turquie soit stable, que la Turquie puisse continuer à se développer. Il ne faut pas oublier que depuis 12 ans, le PIB en Turquie a progressé de 350%. C'est pour ça que le président Erdogan est toujours au pouvoir. Ce n'est pas pour autre chose. C'est qu'il y a eu un développement économique, il y a eu un mieux pour les habitants. Ça n'excuse rien de la dérive autoritaire que l'on peut constater, mais je crois que l'urgence, ce n'est pas de taper sur les Turcs. L'urgence, c'est au contraire pour l'Europe d'avoir une position efficace pour aider la Turquie, parce qu'au niveau du terrorisme, on est tous dans le même bateau. Et que la Turquie... Et c'est pour ça que les négociations sur le terrorisme, sur les réfugiés sont indispensables avec la Turquie. Parce que c'est le couloir numéro 1, non seulement pour que les Syriens puissent passer pour se réfugier, mais aussi d'autres, par rapport à l'Iran, par rapport au Pakistan, à l'Afghanistan. On voit très bien quels sont les couloirs. Donc c'est l'intérêt de l'Europe de discuter et de se concerter et d'aider la Turquie. Général Dominique Trinquant, finalement, l'Europe n'a pas le choix. De toute manière, il faut être aux côtés de la Turquie. Et la Turquie doit être un allié de l'Europe. Alors face à la menace djihadiste, nous sommes dans le même bateau, bien sûr. Encore faut-il emmener le bateau dans la bonne direction. Et il est certain que depuis quelques années, la Turquie avait eu un jeu très trouble, à la fois officiellement et officieusement. Je ne dis pas que le gouvernement turc a subventionné en permanence l'EI, mais en revanche, les trafics, il était clair. Les Russes ont d'ailleurs montré des éléments de preuve sur la table, que le fils du président Erdogan était dans le trafic du pétrole. Que ces trafics de pétrole, d'ailleurs, étaient très anciens. C'était à l'époque de l'Irak, quand l'Irak était sous embargo. Donc tous ces mouvements à la frontière, rappelons que c'est la grande frontière, la frontière entre la Turquie et la Syrie et l'Irak. Et pendant longtemps, dans cette géopolitique que redessinait M. Erdogan, il a voulu une place particulière pour la Turquie et s'est appuyé là-dessus, sur une opposition à Bachar al-Assad par exemple, et sur un soutien au mouvement sunnite, fût-il djihadiste comme l'était l'EI. Donc aujourd'hui, il faut clarifier les choses. Et je pense qu'il est en train de réaliser qu'il a joué avec le feu et qu'aujourd'hui, il faut qu'il rejoigne le bateau des Européens. Dorothée Schmitt, on l'a vu, Moscou se rapproche aujourd'hui, suite aux attentats, de la Turquie. Est-ce que finalement, ça va remettre le pays au centre du jeu en retrouvant des alliés, le rapprochement avec Israël, rapprochement avec la Russie, rapprochement avec l'Europe? Bon, d'abord sur la Russie, moi je ne compterais pas tellement sur les sources russes pour dénoncer les trafics des Turcs, parce qu'en fait ils ont promis beaucoup de révélations, ils en ont fait très peu. Et je ne suis pas sûre que les sources russes soient toujours d'une fiabilité totale. Je ne pense pas que ce soit la Russie qui se rapproche de la Turquie, c'est la Turquie qui a mendié un rapprochement avec la Russie, parce qu'elle s'est fait vraiment littéralement étrier dans la crise russo-turque et qu'elle a fini par comprendre que c'était vraiment extrêmement problématique pour elle de s'être brouillée avec Vladimir Poutine, notamment parce que c'est la Russie qui fournit à la Turquie pratiquement toute l'énergie dont elle a besoin pour fonctionner son économie. Or, l'économie turque va aujourd'hui beaucoup moins bien qu'elle n'allait auparavant. Sur le rapprochement avec Israël, je reste quand même assez dubitative. Je crois que sur la question de Gaza, c'est pas du tout résolu. Je ne pense pas que les visions sur les Palestiniens convergent, mais je pense qu'on a une espèce de rapprochement de pays qui finalement se sentent l'un et l'autre un peu isolés dans la région, et que les Israéliens décident aujourd'hui de jouer cette espèce de carte de réinsertion avec les puissances sunnites, et que leur obsession c'est d'organiser une sorte de round des puissances sunnites pour s'opposer à l'Iran. Et la Turquie est une pièce indispensable dans cette construction. Claude Malhuret, si tout le monde finalement finit par s'entendre, c'est aussi pour désormais soutenir le régime de Bachar al-Assad. Si la Turquie parle avec les Russes, si la Turquie pacifie ses relations avec tout le monde, c'est aussi qu'on ne parle plus d'un départ de Bachar al-Assad finalement. C'est un élément de stabilisation maintenant ? La Turquie continue à avoir la même position par rapport au régime de Bachar al-Assad. Un certain nombre de nos pays ont toujours la même position par rapport au régime de Bachar al-Assad. On voit bien que c'est plus la priorité. Oui, mais c'est toujours la priorité. C'est une des priorités. Simplement, il y a aujourd'hui, dans cet imbroglio irako-syrien et proche-oriental en général, une multitude de priorités. Et notamment notre priorité aujourd'hui, je reviens sur les attentats, c'est que la solidarité contre le terrorisme est un impératif aujourd'hui.
bénéfique pour la Turquie, et il faut la renforcer. Bénéfique pour la Turquie, bénéfique pour nous, parce qu'on est engagé dans cette même lutte aujourd'hui. Je crois que le fait que la Turquie, l'évolution dont on parlait tout à l'heure par rapport à l'État islamique, l'évolution de la Turquie est plutôt une bonne nouvelle de ce point de vue, mais bien entendu qu'elle ne fait pas passer au second plan les positions par rapport au régime de Bachar el-Assad. Cheikh Mézard, sur cette position turque. Écoutez, il faut comprendre ce qui se passe avec la Turquie. La Turquie a un problème kurde. Même si aujourd'hui, il y a des relations assez constructives avec les Kurdes d'Irak. Mais il y a de très mauvaises relations avec les Kurdes qui sont en Syrie et le mouvement PYD qui est considéré par les Turcs comme une antenne du parti terroriste pour eux qu'est le PKK. Et donc, ça joue énormément par rapport à leur positionnement politique et ça joue par rapport à la position qu'ils ont eue sur le conflit syrien, bien évidemment. Ils ne veulent pas avoir au sud de la Turquie, il y a 700 km de frontières, un mini-État PYD, c'est-à-dire kurde syrien, en lien avec le PKK. C'est pour eux une question de stabilité intérieure. Donc ça joue beaucoup par rapport à leur position sur la Syrie. Mais je crois effectivement que si il y a de meilleures relations avec la Russie et que si... Je ne peux pas dire qu'il y a un aspect positif à des attentats, mais la nécessité d'avoir une politique commune de tous ceux qui sont victimes de ces attentats, je pense que ça peut, je l'espère en tout cas, améliorer la situation sur place. Général Dominique Trinquant, justement, la crise en Turquie, elle ne peut s'arrêter qu'avec la fin du conflit en Syrie. C'est là que tout le monde doit mettre les forces actuellement ? Des deux côtés de la frontière, aussi bien en Syrie qu'en Turquie, qu'en Irak. En Irak, la prochaine étape après la prise de Falloujah, qui va être la prise de Mossoul, est un événement important parce que les Kurdes vont jouer un rôle important dans cette prise. Donc ça va être tout à fait capital. De l'autre côté, en Syrie, le rapprochement qu'on constate actuellement avec la Russie est important parce que je voudrais rappeler que l'ennemi commun, c'est l'EI. Et les Russes ont dit depuis le début, nous ne voulons pas du départ immédiat de Bachar el-Assad, sinon c'est la chienlit, pour prendre un terme couramment pratiqué, en Syrie. Et donc, soutenons le régime de Bachar el-Assad, non pas parce qu'on croit au régime de Bachar el-Assad, mais parce que s'il s'en va, il n'y a rien. Donc aujourd'hui, les Turcs, qui au début ont beaucoup lutté contre le régime de Bachar el-Assad, sont en train de se rallier à cette réelle politique. Mais lorsque je parlais du soutien qui avait été pendant longtemps de la Turquie, je répète qu'il y a eu probablement un soutien officiel à l'EI, mais surtout aussi un soutien officieux. Et lorsque je donnais des sources sur les trafics, rassurez-vous, ce sont des sources vérifiées, et ces sources vérifiées sont difficiles à contrôler. Je rappelle que ça date de l'époque de l'embargo de l'Irak. Ce sont les mêmes voies. Ce sont les mêmes compagnies qui faisaient la même chose. Et donc aujourd'hui, il est difficile, même au gouvernement turc, de lutter contre ces mouvements-là. L'EI s'est implanté depuis plusieurs années. Lorsque des blessés de l'EI vont se faire soigner dans des hôpitaux turcs, il y a des tas d'aides souterraines qui font que pour le gouvernement turc, ça va être assez difficile à contrôler. Mais l'important, c'est qu'effectivement, ils réalisent que maintenant, la menace principale, c'est l'EI. On est tous dans le même bateau et on va lutter contre cette menace. Dorothée Schmitt, le clivage sunnite-chiite pèse encore et la Turquie n'a pas encore complètement choisi sa voie ? Vous voulez dire sur la crise syrienne ? Notamment. À ma connaissance, la Turquie n'a pas changé de position. Je suis d'accord avec Claude Manuret là-dessus, donc j'attends de voir ce qu'ils vont dire. Mais si du jour au lendemain, Tayyip Erdogan nous dit qu'il soutient Bachar el-Assad, ça sera effectivement un tournant à 360 degrés, mais c'est tout à fait possible parce qu'on a eu beaucoup de surprises. Quand je parlais du problème des sources, je pensais notamment à l'application du fils de Tayyip Erdogan, parce qu'on attendait des révélations russes. Moi, je les attendais vraiment avec impatience. Et en fait, il n'y a pas eu beaucoup de développement là-dessus. Donc il faut qu'on sache si c'est de l'info ou de l'intox quand même. C'est quelque chose d'important. Mais la Turquie, aujourd'hui, elle se présente comme puissance sunnite. Il y a beaucoup de déclarations. Il y a des déclarations hebdomadaires en ce sens du ministre des Affaires étrangères, du président, qui disent qu'ils sont une puissance leader sunnite dans la région. Ça résume leur diplomatie un peu en ce moment. Claude Maluret, pour conclure, maintenant il faut être aux côtés des Turcs. Finalement, on n'a pas le choix.
De toute façon, et c'est ce que disait Jacques Mézard tout à l'heure, les Turcs sont dans l'OTAN, ils ont toujours été des alliés. Il y a une convergence de vues, et notamment avec la France, plus particulièrement sur beaucoup d'aspects de la crise en Syrie. Et par conséquent, même s'il y a des divergences d'appréciation, par exemple sur le problème kurde, mais on peut comprendre que les Turcs soient confrontés à un problème qui est difficile à résoudre. Donc bien entendu, il faut être à leur côté dans la lutte antiterroriste et dans l'évolution de la situation au Proche-Orient. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que il vaut mieux que la Turquie soit en train de se rendre compte que sa volonté d'être le champion du monde sunnite et sa volonté néo-ottomane qui a été la caractéristique de ces dernières années est en train de se heurter à une réalité extrêmement prégnante qui ne correspond pas exactement à cela, et que le fait... Je n'irai pas aussi loin que le général Trinquant. Je ne pense pas que Erdogan se soit aligné sur la position de Poutine par rapport à Bachar el-Assad. Mais le fait qu'il ait constaté que ça ne marchait pas, cette situation de champion du monde sunnite, et qu'il fallait faire un peu plus aujourd'hui de réel politique, c'est plutôt quelque chose qui est une bonne nouvelle. Même si je n'ai aucune idée de là où ça va mener, il me semble que ça va plutôt dans le bon sens. Général Trinquant, rapidement. Oui, je voudrais simplement inverser. Nous n'allons pas au soutien de la Turquie, c'est à la Turquie de venir sur la position que nous avons vis-à-vis de la lutte contre le I. Et lorsque je dis qu'il ne va pas lutter contre Bachar el-Assad, il ne va plus attaquer le régime de Bachar el-Assad, ce qui est pas exactement la même chose, mais ce qui de facto va aider beaucoup au rapport des forces en Syrie. Merci madame, merci messieurs d'avoir éclairé ce débat. C'est déjà la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Public Sénat.